Bonsoir ou rebonsoir, la suite de notre émission spéciale Un monde en guerre avec les développements que nous découvrons ce soir et que nous suivons en direct cette déclaration très forte de Schumer, le chef de la minorité sénatoriale qui, en sortant de la réunion avec Donald Trump, déclare, je cite, « C'est grave, il va falloir convaincre le peuple américain ». On va voir en images et en informations ce que cela signifie dans quelques instants et notamment ces images du direct, voilà. Nous sommes là à Washington où se prennent les déclarations, peut-être le moment décisif que nous sommes en train de vivre. En tout cas, cette déclaration de Schumer laisse entendre ce à quoi on va assister peut-être dans quelques instants, minutes ou dizaines de minutes. Passons par ce qui se passe d'abord sur le territoire de l'Europe avec ces déclarations du président Poutine qui montre une volonté d'escalade 4 ans après l'invasion de l'Ukraine. Regardez, il était tout à l'heure au FSB, donc sa maison d'origine, les services secrets russes, et c'est là qu'il a tenu ce propos qui ressemble à un prétexte d'escalade en disant « Les Français et les Anglais veulent donner une bombe sale nucléaire à l'Ukraine ». Il y a déjà des rapports des médias qui font état de leur tentative, ou plutôt de leurs intentions, d'utiliser une sorte de composant nucléaire. Ils comprennent probablement où cela pourrait les mener. Ils ne peuvent pas infliger une défaite stratégique à la Russie. C'est tout simplement impossible. Mais ils le veulent tellement, ils ne peuvent pas vivre sans ça. Ou du moins, ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Ils sont déterminés à infliger une défaite à la Russie et cherchent n'importe quel moyen, absolument n'importe lequel, pour le faire. Ils iront jusqu'à l'extrême, puis ils le regretteront. Ils iront jusqu'à l'extrême, puis ils le regretteront. On reviendra dans quelques instants à cette escalade verbale et ce qu'elle signifie, mais il y a vraiment une salve, c'est une campagne organisée sur le thème. L'agence TASS, l'agence russe qui est évidemment très soumise au régime, Paris et Londres travaillent activement à fournir à Kiev une bombe nucléaire, rapporte le bureau du service de renseignement extérieur russe, donc cité par TASS. Kiev pourrait prétendre à des conditions de cessation des hostilités plus avantageuses si elle possédait l'arme nucléaire ou au moins une bombe dite sale. Et les Russes présentent même un luxe de détails sur ce que serait cette bombe, une ogive française de type TN-75 de petite taille, etc., etc. Est-ce que ça a pour vous l'ombre de quelque chose ? Quel est le scénario d'après vous ? Bon, c'est débile. C'est débile, il faut être clair, hein, c'est complètement... ça doit te faire au moins la 10e fois qu'ils nous font le coup de la bombe sale. Non, mais bon, voilà, et à chaque fois on prend et on en discute. Non, c'est débile, il faut être clair là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent concrètement ? Parce que de quoi il s'agit ? La TN-75, c'est une tête nucléaire. C'était celle qui équipait nos missiles de sous-marins, qui a été remplacée par la tête nucléaire océanique, et donc c'est les TN-75, elles sont retirées du service, elles sont en cours de démantèlement. Donc, si j'ai bien compris la fantasmagorie, là, c'est cette idée que on prendrait quand même la matière radioactive pour constituer ce qu'on appelle les bombes sales. Bombes sales, en fait, c'est une bombe classique, avec de l'explosif classique, dans laquelle on enrobe en deux matériaux radioactifs. C'est-à-dire que vous tuez des gens avec l'explosif, et ceux qui ont survécu auront le cancer. En fait, c'est ça. D'abord, ça sert à rien militairement, c'est... aucun intérêt, strictement aucun intérêt. C'est plus dangereux pour ceux qui manipulent Il y a plus de morts par tentative de fabrication de bombes sales que par utilisation de bombes sales. Il y a un cas historique par un groupe terroriste. Bon. Non, mais voilà, ils nous ressortent ce truc. Il y a évidemment... Je sais même pas qui ça peut convaincre en réalité. Général Yakovlev. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, oui, c'est complètement débile, c'est de la fabulation totale. Bon, on est toujours dans la propagande, plus le mensonge est gros, et plus il est cru. Voilà. Et puis, ça lui permet de se poser en victime et tout. Mais ça veut dire aussi que ça va mal chez lui. Parce que depuis 4 ans, on constate que chaque fois qu'il y a un problème, on ressort l'hydre nucléaire. À tous les coups, ça marche. Donc, ça veut dire que en réalité, son 4e anniversaire d'opération militaire spéciale, il se le sent pas bien, son truc-là. En termes de propagande, est-ce que c'est quand même essayer de toucher une fibre ? Il y a des pacifistes en Europe, hein, traditionnellement. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, on défilait au son de plutôt Rouge que mort. Hein, Libero Talstot.
Voilà, on défilait, je dis pas. Oui, Voilà. Vous défiliez vous-même, Guillaume Roquette? Non, moi je défilais Non. pas, j'ai jamais beaucoup défilé. Voilà. Sauf, Est-ce que ce public-là peut être sensible de dire décidément oui, on veut nous entraîner dans la guerre? Je ne le pense pas parce que d'abord les pacifistes sont de moins en moins nombreux. Je vous rappelle que ce qui était le cœur historique du pacifisme en Europe, c'était les Verts, les Grünen allemands. Aujourd'hui, ce sont les plus bellicistes et tous les jours ils demandent qu'on augmente le budget de la défense. Donc le monde a bien changé, hélas, depuis notre jeunesse, mon pauvre Darius. Et en revanche, ce qui est certain, c'est que à l'intérieur de la Russie, là pour le coup, il peut y avoir un écho. On se souvient que toujours, Poutine opposait à ses interlocuteurs occidentaux le fait de se voir complètement encerclé, d'avoir une OTAN hostile. Il peut rajouter à ça le fait qu'aujourd'hui, il y a aussi la Finlande et la Suède qui sont rentrés dans l'organisation de l'Atlantique Nord. Maintenant, voilà, en plus, le danger nucléaire. Donc, les sous-titres, c'est de dire aux Russes, on peut pas arrêter cette guerre, même si c'est difficile, même si vous en voyez pas le bout, même si ça fait 4 ans que ça dure, la menace est telle que on a le devoir de continuer. Ce qu'on voit, c'est aussi que Poutine voulait occuper l'espace médiatique aujourd'hui, célébration des 4 ans, alors qu'aujourd'hui, la Russie parut vraiment isolée. Il y a eu une multiplication d'annonces de la part de la communauté internationale. Il y a eu cette résolution à l'ONU. Il y a eu le communiqué du G7. L'Élysée souligne que c'est la première fois quand même que le G7 soutient l'Ukraine depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et donc, le président russe cherchait aussi à répliquer. Est-ce qu'il y a quand même un phénomène d'auto-intoxication? Alors, ils n'y croient sans doute pas eux-mêmes, mais enfin, Medvedev, il ne fait aucun doute que dans un tel scénario, la Russie devra utiliser toutes les armes à sa disposition, y compris les armes nucléaires non stratégiques, contre les cibles ukrainiennes qui constituent une menace pour notre pays, et si nécessaire, contre les pays fournisseurs. Rappelez-vous, les Américains eux-mêmes, Blinken, il était dans cette même émission et il disait oui, nous avons craint, à l'automne 2022, nous avons craint que les Russes utilisent une arme nucléaire en Ukraine. Donc l'idée du prétexte utilisé par les Russes n'est pas complètement dingo. Non, effectivement. On se souvient aussi de l'inquiétude des Européens quand, quelques jours après le début de l'offensive, les Russes ont mis leur arsenal nucléaire en état d'alerte maximum, alors qu'en fait c'était relativement logique. Je suis pas certain que l'inquiétude soit aussi forte qu'elle pouvait être la première année de la guerre, parce que on parle de Medvedev, lui c'est toutes les semaines qu'il annonce la vitrification de Londres, Paris et Berlin. Donc je pense que notamment du côté des diplomates européens, on accueille ce genre de blague avec pas mal de calme. Passons par Moscou. Vous y êtes, Charles Niveau, puisque tous nos envoyés spéciaux sont sur le pont. Et vous aussi, d'ailleurs, vous répondrez aux questions des téléspectatrices, téléspectateurs, que ce soit à Moscou, à Washington, à Oman. Charles Niveau, est-ce que ça donne le ton, disons, très anti-européen ce soir à Moscou? Ben oui, très clairement. Et vous vous posiez la question sur le plateau de savoir qui ce genre d'information peut convaincre. Ben la réponse est que ça convainc d'abord la population russe qui voit de plus en plus l'Occident, mais en particulier la France, comme un ennemi. Je vous donne une anecdote. Moi, j'étais en tournage il y a 3 semaines du côté de Rostov, et à un moment donné, quand on se présente en tant que journaliste français, très vite la discussion a tourné autour du fait de savoir mais pourquoi vous nous voulez du mal, vous Français, vous la France, pourquoi vous voulez attaquer la Russie? Parce que aujourd'hui on parle d'une bombe sale donnée par les Anglais et par les Français, mais il y a quelques semaines c'était l'OTAN qui se préparait à attaquer la Russie. Donc en fait ce message-là, il a vraiment du poids dans les esprits de la population russe, et de plus en plus qui considèrent la France, mais un petit peu aussi maintenant la population française, comme des ennemis. Merci beaucoup, Charles. Pendant ce temps, les pertes russes, puisque vous disiez c'est souvent un signal que les Russes rencontrent des difficultés, il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de mutilés. Depuis le 3e anniversaire du début de l'offensive russe, donc en une année, les soldats de l'armée russe ont progressé. Maintenant, ils sont en train de reculer, et en tout cas, ils ont des pertes énormes. Dites un mot de ça, Colin Goya. Pourquoi maintenant il y a ce nombre si important de Russes qui meurent au front?
Alors, les chiffres les plus précis que l'on a, les plus fiables que l'on a, ça vient du site Mediazona et de la BBC, qui comptabilise très précisément des noms de soldats dont on est sûr qu'ils ont été tués. Donc, ils ont pour l'instant une liste de 177 000 soldats russes qui sont identifiés comme tués. Et ils estiment eux-mêmes, parce qu'évidemment il y a beaucoup de lacunes, que ces pertes très probables sont aux alentours de 210 000 morts ou 220 000 morts. Ce qui est colossal, évidemment. Vous multipliez par... vous avez à peu près autant de blessés très graves, et puis à peu près autant ou le double de blessés légers. Donc c'est des proportions absolument colossales pour une armée qui est en taille sur le front ukrainien, qui est aux alentours de 600 000, 700 000 hommes. Écoutez ce témoignage, il est très très frappant. Vraiment, prêtez-y attention, parce que je trouve que c'est un moment dans cette guerre qui est intéressant. Il s'appelle Kostia. Visiblement, sur Instagram, il y a de plus en plus de soldats russes mutilés, qui ont perdu un bras, une jambe, un visage, etc., et qui sont pas forcément politisés. Ceux-là sont ni particulièrement pro, ni anti-guerre, mais ils expliquent leur quotidien, et on comprend bien qu'il y a une sorte de génération, Opération Z, mais au sens Zapad, pas Génération Z comme chez nous, qui rentre au pays et qui visiblement partage ce qu'elle a vécu. Regardez. Salut les amis, je m'appelle Kostia, j'ai 25 ans, je viens de Khanty-Mansi dans la région de Yougra. J'étais pompier, je faisais du sport, je menais une vie normale. J'ai signé un contrat le 26 février 2024 et je suis parti en opération militaire spéciale. Le 25 mai à 5h du matin, j'ai été blessé près de Kharkiv. La blessure était grave, j'ai dû être amputé d'une jambe. Voilà, et on va voir l'image maintenant où il a perdu effectivement un bras. Je ne sais pas si on peut voir cette image, qu'on comprenne bien là ce qui lui est arrivé. Voilà. Et ils partagent ça sur les réseaux, et ils sont comme ça des centaines et des milliers. C'est très intéressant. Ça, c'est le retour au pays de gens. Encore une fois, ils ne sont pas politisés, ceux-là. Simplement, ils disent voilà ce que j'ai vécu. Sans doute qu'ils ne sont pas politisés parce que savent, apparemment, oui, il a aussi perdu une jambe. Ils sont pas politisés parce qu'ils savent que toute attaque ouverte contre le régime et contre cette guerre pourrait leur valoir des ennuis à eux, voire à leur famille. En revanche, effectivement, il y a le besoin de témoigner. Et il me semble que les images se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire que quand les Russes, je pense aux parents d'enfants qui ont l'âge de s'engager, verront ces images, ça va les faire réfléchir. Après-guerre, rappelez-vous, après 14-18, ça a été dans le poids politique de la France, ça a été énorme, les anciens combattants. Ouais. Mais lui, il a de la chance. Il a de la chance, il est revenu, il a été soigné. Parce que une très grosse proportion des blessés russes sont laissés à mourir sur place. Les gars se suicident quand ils sont blessés sous l'œil des drones ukrainiens. Ils se suicident parce qu'ils disent de toute façon il va me laisser crever, donc autant abréger l'affaire. Et donc ce gars-là, il me fait de la peine. Mais il a de la chance par rapport à la plupart de ses camarades envoyés au carton et qui ont crevé comme des bêtes et pour lesquels l'administration ne dit rien, ne paye pas les indemnités, etc. Donc lui, il s'en tire bien, il est soigné, il a des indemnités, il s'en tire bien. Ce qui est quand même terrible, c'est de voir quand même Poutine s'entêter et être capable de sacrifier une génération de jeunes. Je pense que ces prises de parole sont, comme l'a dit Charles, pour rassurer entre guillemets la population civile, mais aussi la population militaire. Parce que tenir dans les rangs, vous savez mieux que moi les militaires, pendant 4 ans, avec ce qu'on voit, c'est très compliqué avec les collègues qui tombent, qui ne sont pas forcément toujours soignés, qui se suicident, comme vous le disiez. C'est quand même difficile pour un dirigeant de voir qu'il est capable, après 4 ans, de ne pas se dire qu'il existe peut-être un autre chemin que de sacrifier une génération entière de jeunes Russes. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être 100 000, 200 000 garçons comme lui qui sont actuellement en Russie et qui sont visibles. Et ça change les choses. C'est-à-dire, il y a une différence entre mourir pour la patrie et ça, en réalité. C'est-à-dire que vous vous engagez, vous dites, OK, voilà, vous pouvez risquer votre vie, vous allez vous sacrifier pour la patrie, etc. Bon. OK, pourquoi pas. Maintenant, si on te dit, bon, OK, tu vas t'engager, mais tu risques en réalité de sortir unijambiste. Tu peux devenir fou pendant toute ta vie. Tu seras enfermé dans un asile. Tu vas perdre. Tu seras amputé, etc. Ça refroidit beaucoup plus les ardeurs en réalité. Et donc là, vous avez tous les jours des Russes qui voient des garçons comme lui, et ça sape en réalité. Et ça contrat.
Oui, ça compte, ça pèse beaucoup. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, les événements en cours, ils sont d'une extrême importance, c'est l'ampleur d'un déploiement sans précédent, engagement massif des moyens aériens américains, l'arrivée des F-22. Ce sont les déclarations du responsable de la minorité démocrate au Sénat, Schumer, qui dit « Écoutez, c'est grave ». L'administration doit convaincre le peuple américain. On est toujours avec nos envoyés spéciaux tout au long de la soirée. On va prendre certaines questions. Vos questions sont les bienvenues. C'est le QR code qui s'inscrit ici. Et vous le voyez, on est en direct partout sur la planète. Je ne sais pas si on peut prendre certaines des premières questions à ce sujet qu'on va voir s'afficher. On est là visiblement ce soir dans un moment tout à fait crucial où, dans les minutes qui viennent, et en tout cas dans le discours sur l'état de l'Union, Trump va devoir annoncer quelque chose. Oui, effectivement, on imagine mal que il puisse, dans ce moment qui est solennel, où le président de la République rend des comptes au Congrès de sa gestion, et compte tenu de l'importance de l'armada déployée autour de l'Iran, que Donald Trump puisse juste dire bon ben voilà, on va voir comment ça tourne, on est prêt à agir s'il le faut. Vu la montée de la tension, tous les signaux qui viennent également d'Israël sur une forme de préparation à la guerre, on se dit que c'est peut-être ce soir, cette nuit, pour les Français qu'on va enfin savoir ce que Trump veut faire. Regardez, quand on voit les images du porte-avions, quand on lit par exemple cette question de, je ne sais pas si on peut l'afficher, est-ce que les Iraniens peuvent tirer les premiers ? Pensez-vous, c'est Roch qui nous écrit d'Arcachon, pensez-vous que l'Iran, au pied du mur, pourrait attaquer en premier ? Colonel Goya. Non, enfin il pourrait y avoir la tentation de frapper par surprise pour essayer de faire des dégâts et d'infliger des pertes aux Américains, mais en réalité ça donnerait un prétexte total et absolu à une guerre quasiment totale du côté des Américains. Et puis surtout c'est contre-productif pour eux. Ce qu'ils veulent c'est éviter en réalité plus que de vaincre l'armée américaine. Ce qu'ils veulent c'est surtout éviter qu'il y ait une guerre. Donc là ils préfèrent. Donc c'est quand même très très peu probable. Oui, les messages aujourd'hui ont été assez clairs de la part des Iraniens. Le ministre des Affaires étrangères l'a redit. Il veut aller aux négociations jeudi à Genève. Et il l'a redit, il y a une volonté de tendre la main, d'aller vers un accord diplomatique. Son adjoint a redit la même chose. Et je crois que c'était un officiel iranien qui disait également à Reuters que l'Iran est prête à faire de grandes concessions, notamment vendre la moitié de son uranium enrichi à l'étranger. Donc il y a vraiment des mains tendues qui sont assez importantes, assez visibles. Est-ce que les Iraniens peuvent sous-estimer les Américains ? Rappelez-vous, souvent, Saddam les a sous-estimés, Milosevic les a sous-estimés en se disant on va balader les Américains, et à un moment donné, ils se laissent balader les Américains, et à un moment, ils se laissent plus balader. Et je pense que les Américains ont fait la démonstration ces derniers mois de leur superpuissance militaire. Certes, l'Iran est un ennemi coriace, on l'a vu avec Israël, mais les Américains sous Trump depuis un certain mois, faut rappeler aussi l'esprit Make America Great Again, rentre sa superpuissance à l'Amérique, il l'a montré, il l'a démontré, et avec tout ce qu'il est en train de déployer dans la région, c'est aussi une façon de les intimider. Après, je pense que les Iraniens n'auront pas cette... j'espère qu'ils ne seront pas aussi débiles d'attaquer Trump, parce que pour le coup, là, ça sera facile de convaincre les Américains de rentrer immédiatement en guerre et d'aller avec tout l'arsenal militaire. Je pense que le problème de Trump, c'est pas qu'il a une trop grande puissance ou beaucoup de puissance, c'est qu'il n'a pas de stratégie, en réalité. En anglais, on dit il s'est peint dans un coin. Vous savez, painted himself into a corner. Il a fait la peinture au sol et du mauvais côté, donc maintenant il est coincé. Voilà la fréquentation. Voilà quand on est toute sa carrière à l'OTAN. Il a monté ce Barnum par tranches successives. Donc maintenant, on fait venir les F-22. Soit dit en passant, je sais pas à quoi ils servent dans ce contexte, mais c'est pas grave, on les montre, ça fait plaisir. Au moins, il faut qu'ils volent. Bon. Général, arrêtez là. Général, c'est de la jalousie là. Non, c'est pas de la jalousie. Non, mais arrêtez. Non, c'est pas de la jalousie. Le F-22, je suis pas jaloux. Bon, bref. Tout ça pour dire, il est. Alors, on y va, chef, ou pas? Et son général, chef d'état-major, en gros, son conseiller militaire, a dû lui dire, voilà les options militaires. Il y en a aucune qui est sympa. Il y en a aucune qui est sûre de réussir. Voilà. Maintenant, je suis discipliné. Je ferai ce que vous me direz. Mais s'il y avait une option militaire sûre et facile, ça ferait 15 ans qu'il l'aurait faite.
Ils n'auraient pas attendu que Trump arrive aux affaires. C'est pour ça qu'il réfléchit, il s'entoure des bonnes personnes. Mais il est très emmerdé. Il est coincé face au truc. Et les Iraniens le baladent. C'est rigolo. Les Iraniens disent on est prêt à faire des concessions, comme si Trump était prêt à faire des concessions. Mais est-ce que quelqu'un croit les Iraniens? Est-ce que vous croyez vraiment que la Maison Blanche, quand les Iraniens viennent la bouche en cœur, non. Après Cadiz... Non, mais attendez, les Américains non plus sont pas prêts à faire des concessions. Donc en fait, les Iraniens disent voilà, jeudi prochain, on se rencontre à Genève, vous allez voir, on va faire des concessions. Trump dit mais c'est pas une concession. Les Iraniens sont dans le mode. Il y a un film, un Rocky où Rocky use l'adversaire d'en face. Il lui dit cogne. Donc l'autre tape comme un appel malade. aux questions. Si sur QR Code vous avez une idée du Rocky 3. Voilà. Sauf qu'en attendant, Trump, il fait le sale boulot du monde, puisqu'il menace sérieusement les Iraniens, où il y aura probablement une opération militaire. On devrait, je pense, le remercier d'une certaine manière, puisque Trump, encore une fois, permet, on le souhaite, à la région d'être un peu plus apaisée. Ce Conseil de sécurité ou Conseil pour la paix permet aussi de réunir les forces internationales. Et encore une fois, il n'est pas forcément accompagné par beaucoup d'autres pays sur cette opération, mais il fait du bien au monde, puisque l'Iran reste quand même une menace pour le monde. Très bonne question de Pascal. Il vient de Breuillet, je crois. Une réunion de négociation est prévue jeudi. Pensez-vous que Trump peut attaquer avant? L'art de la dissimulation. Par parenthèse, qui sait où est Breuillet ici sur ce plateau? C'est quoi? Breuillet, vous savez où c'est? Non, vous êtes nus dans géographie, on va vérifier dans un instant. En tout cas, très bonne question, effectivement. Parfois, il a surpris son monde, notamment le dernier bombardement de juin, tout est possible. Oui, effectivement, on ne s'attendait pas du tout à cette intervention sur les sites d'enrichissement nucléaire iranien qui avait été préparée dans le plus grand secret. De la même façon, Trump avait caché son projet d'exfiltration du président Maduro au Venezuela. Donc, ça paraît très, effectivement, en tout cas tactiquement habile, même si les Iraniens savent bien que le risque existe. Il y a le tiers de l'armée américaine à leur porte, donc de la marine en tout cas, et de l'aviation aussi. Je crois que c'est à peu près les mêmes proportions. Donc ils savent bien que c'est pas pour faire un meeting aérien. Vous nous avez rejoint, Michel Polaco. Votre regard aussi, dans quelques instants, on ira dans le détail militaire et notamment sur les F-22, mais votre regard d'abord général, quand on a, bonsoir, le sénateur Schumer qui sort de la réunion où Trump était présent et qu'il déclare c'est sérieux ou c'est grave, ça dépend comment on traduit plus ou moins anglicisme, mais quand il dit c'est sérieux ou c'est grave, il va falloir convaincre le peuple américain, c'est un signal. Oui, je pense que de toute façon, il est nécessaire de dire c'est sérieux pour ne pas décrédibiliser toute l'opération qui est en route depuis presque 2 mois. Donc il est bien obligé de parler comme ça. De toute façon aussi, c'est vrai que c'est important de savoir comment va réagir l'opinion publique américaine. Mais à mon sens, c'est pas tellement là que se trouve le problème. Le problème se trouve surtout sur le bon choix des bonnes cibles, les bons renseignements et la capacité à frapper ces bonnes cibles au bon moment avec les moyens qui sont maintenant sur place et qui sont peut-être pas loin d'être au complet. Est-ce que pour vous, il est possible que Trump choisisse le moment du discours de cette nuit pour déclarer la guerre à la République islamique? Est-ce que c'est, d'un point de vue, disons, de communication, est-ce que ce serait une option sérieuse? Ça serait pas surprenant, puisque Trump aime bien le show, il aime bien devancer la scène internationale pour dire voilà, je vous préviens après l'avoir fait. Donc d'une certaine manière, c'est ce qu'il a fait auparavant et clairement on n'a pas de faisceau d'indication si c'est ce soir ou dans quelques heures ou dans quelques jours. Mais je voudrais juste quand même aussi revenir sur ce qu'a dit M. Polaco parce que quand on parle de sérieux, parce que c'est ce que dit quand même la minorité démocrate, c'est un démocrate qui le dit. Donc c'est pas forcément un pro-Trump ou un pro-républicain. Ça veut dire que plusieurs choses. D'abord, parce que les camps adverses à Trump, a priori, font consensus autour de cette question de l'Iran et que aujourd'hui, les plans sont sur la table avec les militaires pour faire une frappe la plus efficace possible et que vendre ça aux Américains, c'est vendre le fait que ça va coûter cher, ça peut durer longtemps, qu'il y aura peut-être ou pas des boots on the ground et que, en tout cas, il faut accepter le principe qu'une bonne fois pour toutes, il faut en finir avec cette menace iranienne. Vous dites qu'il y aura peut-être des hommes au sol? On sait très bien que les militaires qui sont autour de moi peut-être me le diront, que pour éliminer et en finir une bonne fois pour toutes avec ce régime, qui est l'un des objectifs,
peut-être qu'il faudra envisager de finir le job par des boots on the ground, ou bien avec l'apport de pays voisins, israéliens ou autres, qui sont déjà infiltrés. Mais en tout cas, il y aura probablement une présence sur site. Non, il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas confondre des opérations de commando, de forces spéciales sur place, ponctuelles, et les vrais boots on the ground, c'est-à-dire des unités de combat, de brigades de l'US Army ou de régiments de Marines, qui, eux, en réalité, seraient la menace la plus sérieuse. Quand on dit que le déploiement américain, c'est le plus important depuis 2003, en fait, il est très inférieur à celui de 2003, parce qu'en 2003, vous aviez une division blindée qui était en attente, 2 divisions d'infanterie. Ça, c'était sérieux, quoi. Ça, c'était lourd. Avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Là, il n'y a aucun déploiement. Donc, il n'y a même pas la menace terrestre. Et ce qui réduit, en réalité, considérablement la menace tout court. C'est-à-dire que d'un point de vue iranien, à la limite, on peut se dire, on laisse passer la campagne aérienne et on attend, et puis les semaines se passent, les mois se passent éventuellement. L'efficacité des opérations militaires en 2026 n'est pas comparable à celle de 2003. Avant, il fallait probablement plus de boots on the ground. Aujourd'hui, avec des drones, non, c'est pas du tout ça. avec des non, c'est pas une question. Ça veut dire, mais il y a aussi beaucoup d'infiltrés qui peuvent faire le job plutôt que d'envoyer une division entière. Non, mais c'est la différence entre donner des coups. On peut vous donner des coups ponctuellement, ok, d'accord, et conquérir, contrôler le terrain. Contrôler le territoire. Voilà. Vous pouvez pas changer le régime simplement en donnant des coups. Il faut changer un régime, par exemple, il faut occuper la capitale avec des troupes. Alors ça peut être des troupes étrangères, ça peut être des troupes américaines, mais ça peut être localement, ça peut être des gens armés localement. En réalité, c'est eux qui prendront le pouvoir. Michel, cela étant, s'ils tuent Khamenei, il ne peut pas dire que ça sèmera pas un peu de désordre dans le régime. C'est pas tout à fait indifférent. Ils vont pas dire tiens, pas de problème, on a le remplaçant est là, bonne journée. Remplaçant. Oui, c'est un peu compliqué que ça. Non, mais les Israéliens ont tué les chefs du Hamas depuis 20 ans. Est-ce que ça réduit la menace C'est un État très important. L'Iran, 90 millions. Repassons par Washington. Sonia Dridi, vous avez les dernières informations sur cette réunion qui s'est terminée et surtout qui a débouché sur cette déclaration très forte de Schumer. Oui, et on a un peu plus d'informations sur le déroulé de cette réunion, parce que je vous disais que on ne voyait personne arriver à la Maison-Blanche, que tout cela semblait se faire de façon très discrète, et je viens d'avoir la confirmation d'une collègue qui se trouve au Congrès, parce qu'il y avait beaucoup de confusion autour de la logistique de cette réunion, et bien que le gang des 8 a été briefé à distance par le secrétaire d'État Marco Rubio et par le directeur de la CIA dans une salle, la SCIF, c'est la salle ultra sécurisée du Congrès où le gang des 8 peut recevoir des informations classifiées, et aussi selon un membre de l'équipe de Hakeem Jeffries, donc qui fait partie du gang des 8, le leader des démocrates à la Chambre des représentants. Il a été aussi question d'autres sujets comme le Mexique. Donc, information d'importance pour donner un peu plus de contexte autour de cette réunion. Ce qui est certain, c'est qu'en effet, l'Iran a dû prendre une place importante dans cette réunion, que selon des sources, des officiels de la Maison-Blanche qui ont confié aux médias américains, Donald Trump va parler de ses plans pour l'Iran lors de ce discours. Donald Trump qui, on nous dit, travaille depuis ce week-end à ce discours. Il est actuellement toujours dans le bureau ovale, donc il doit être en train de peaufiner ce discours, un discours qu'on nous dit long. Il pourrait durer environ 2 heures. Qui est dans la gang des 8 exactement? On peut savoir qui était autour de la table autour de Trump. Donc il y a Radcliffe, le patron de la CIA, j'imagine qu'il y a Kane, le chef. Pas autour de Trump. Non, c'est autour de Rubio. Qui était présent? Rubio. Mike Johnson, Hakeem Jeffries, donc pour la Chambre des représentants, donc un démocrate, un républicain. Il y avait Schumer et John Thune pour le Sénat, donc un démocrate, un républicain. Et puis pour les 2 comités, donc au niveau du Chambre des représentants, c'était Rick Crawford pour les républicains, Jim Himes pour les démocrates, et pour le Sénat, donc le comité des renseignements pour le Sénat, il y avait un républicain, Tom Cotton. Donc ce soir, tous ces gens sont dans le secret. Tous les gens qui sont là, qui étaient là, dans ces 8 personnes-là, sont dans le secret, dont celui qui a lâché un peu la mèche en disant c'est grave. Ils sont dans le secret, mais quel secret? C'est la question. Parce que tout ça est quand même c'est fascinant, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, sans vouloir être grandiloquent, il y a un peu la paix du monde qui est en train de se jouer et on ne sait rien. Allons dans le concret. Les F-22, regardez, ce sont les F-22 qui ont décollé depuis le Royaume-Uni. L'armée américaine a commencé à déplacer les avions de chasse F-22 furtifs depuis leur lieu de stationnement sur une base aérienne au Royaume-Uni. On voit ici
le départ. Dans d'autres images qu'on reçoit ce soir, on voit aussi l'arrivée du côté des Israéliens. Il faut dire ce qu'est exactement le F-22 Raptor, avion de chasse furtif, capable de détecter, d'engager plusieurs cibles à longue distance, mise en service en 2005. Michel Polaco, là c'est vraiment votre domaine, c'est votre vieille passion. Alors dites-nous exactement ce que représente ce F-22. Alors il représente a priori le Nec Plus Ultra des avions de combat américains. Il est plus performant, plus lourd, il peut emporter plus d'armement, il est beaucoup plus discret que le F-35, par exemple, qui est l'avion que les Américains exportent énormément. Le fait qu'il puisse engager plusieurs cibles à la fois, vous savez que le Rafale peut en engager jusqu'à une quarantaine à la fois. Donc les avions modernes aujourd'hui sont capables de ce genre de performance. Maintenant, évidemment, comme avion de chasse, de combat aérien, il est très largement surdimensionné par rapport aux besoins en Iran. En revanche, pour faire des attaques contre des cibles bien précises, des sites de radar, des sites de missiles antiaériens, enfin tout ce qui représente des menaces pour les opérations que les Américains pourraient décider, évidemment, il est très intéressant parce que lui, il est capable d'entrer en premier, comme les avions les plus sophistiqués qui existent dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire il y en a à peu près 3. Il y a un Russe, un Américain et un Français. Qu'est-ce qui peut faire de plus le F-22 par rapport au F-35, au F-18, à tous les avions qu'on a vus ces dernières heures sur le pont du Ford? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Rien. Déjà, c'est un multimoteur, c'est-à-dire qu'a priori, il a plus de chances de revenir s'il est touché que le F-35, qui est un monomoteur. On l'a vu pendant la guerre du Golfe. Souvenez-vous, au début de la première guerre du Golfe, on a un Jaguar qui a été touché et qui est rentré. Il a pris un missile dans un des moteurs et il a quand même réussi à revenir avec son pilote et à se sauver. Quand vous n'avez qu'un moteur, vous avez beaucoup moins de chance. Si vous voulez vraiment entrer en premier, il faut avoir des avions multimoteurs et l'idéal, c'est aussi d'avoir des avions avec un équipage de 2 personnes, une personne qui s'occupe de la partie combat, le navigateur officier système d'armes, et une personne qui s'occupe de la partie pilotage, navigation, suivi de la mission. C'est un avion très performant, encore une fois, d'abord par sa discrétion. Mais les Iraniens ont effectivement des capacités radar importantes. Donc on ne peut pas négliger l'intérêt du F-22 dans ce type d'opération. On peut imaginer plein d'opérations, mais en tout cas, si les Américains veulent pénétrer en Iran, c'est intéressant d'utiliser le F-22. Il a un gros avantage, il vole. Alors que le F-35 ne vole pas. 1/3 des F-35 sont en état de vol. 2/3 ne sont pas en état de vol. Sur un porte-avions américain aujourd'hui, la flotte de F-35 capable de voler, c'est 1/3 de la flotte. Pourquoi ? C'est par des problèmes de maintenance, des problèmes de upgrade pour lequel le constructeur ne s'en sort pas, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Government Accounting Office qui a sorti un rapport incendiaire il y a quelques mois sur l'état de la flotte F-35. Ça fait pitié, en particulier pour nos amis européens qui l'ont acheté. Il a un radar qui ne sait pas désigner des cibles. Il tape Yakovlev. Oui, la prochaine fois que Yakovlev se présentera à la douane américaine, quand est-ce que vous prévoyez un voyage aux États-Unis? Le douanier va dire, venez par là, monsieur Yakovlev. Non, j'irai pas aux États-Unis pour la même raison que j'irai pas en Russie ou en Corée du Nord à l'heure actuelle. Mais tout ça. Vous allez fort là. Non, j'ai pas envie de me faire tabasser à la frontière. En tout cas, selon les données, c'est pas 1/3, c'est la moitié, voire 60% qui volent. Oui. Non, mais avec un radar. Oui. Le F-22 est pas forcément beaucoup mieux. Tous les avions furtifs, c'est très compliqué. Là, maintenant, c'est très compliqué. Mature, le F-22. Donc, il n'y a pas une disponibilité qui est très importante. Le F-22, en réalité, c'est un chasseur. Il est là pour taper tout ce qui est dans le ciel. Alors, il peut éventuellement taper peut-être des missiles, mais à ma connaissance, il n'a jamais été engagé au combat. Il n'a jamais abattu quoi que ce soit, les F-22. Au passage, c'est un avion très sophistiqué, incontestablement. C'est un des meilleurs chasseurs du monde, mais c'est un chasseur, avant tout. Et il n'est pas exporté parce que les Américains considèrent que c'est un élément essentiel pour défendre le ciel. Mais là, ce que veut dire, la plus-value, elle est pas énorme. La fierté, l'aspect y compris psychologique, Claire Cambier. Ah oui. Aidez-nous, on va ressortir l'image de Anchorage quand il reçoit Poutine et il lui montre 2 avions, c'est le B-2 et le F-22. Oui, c'est un peu la fierté aussi des Américains. Alors,
on voit effectivement que il se déplace. C'est un des mouvements parmi les plus de 150 avions de chasse qui ont été. Cette image est incroyable. On comprend là que, évidemment, recevoir son rival historique, même ils affichaient le vieil adversaire soviétique ou russe, et lui dire, regarde, moi, j'ai des F-22 et j'ai des B-2. Oui, c'était une fierté affichée face au président russe. Il lui avait aussi sorti le tapis rouge à l'époque. On voit d'ailleurs la différence aussi entre les ultimatums qu'il donne à président russe et les ultimatums qu'il donne à l'Iran, qui sont un peu différents. Où là, on a un peu du mal à croire que ça dépassera les 10 jours dont il parlait la semaine dernière. Avec Poutine, ces ultimatums, ils dépassent maintenant plus de 6 mois. Oui, c'est vrai que ces avions, ils sont quand même très très spectaculaires, et peut-être que ça fait partie des questionnements du chef d'état-major des armées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont donner dans l'engagement, est-ce qu'ils sont véritablement bien profilés par rapport au combat qui s'annonce, parce que les Iraniens en face, ils ont des systèmes d'armes qui sont quand même beaucoup plus archaïques. Je crois d'ailleurs qu'ils ont quasiment plus d'aviation, parce que mais le problème c'est plus les avions. Voilà, les avions, ce sont le peu qui leur restait, ce sont les Israéliens qui les ont détruits l'été dernier lors de la guerre des 12 jours. Et c'est comme très souvent avec les États-Unis, il y a une supériorité technologique évidente, parce que c'est une démonstration de leur puissance. Mais en même temps, est-ce que c'est forcément adapté au terrain ? On l'a vu dans les conflits précédents que malheureusement, souvent, c'était pas le cas. Combien ont-ils d'avions ? Moi, j'ai vu plusieurs sources, mais il y a quoi ? 200, 250, 300 avions dans la région ? On parle de 300. Ouais, 300 avions. Regardez, là, et ça continue. Le Flight Radar permet de voir le trajet des avions qui partent de plusieurs bases aux États-Unis, qui passent souvent par des bases européennes, Ramstein ou c'est Norfolk, c'est ça, la base au Royaume-Uni, c'est Norfolk ? Non, Lakenheath. Lakenheath, pardon. Et Fairford et Lakenheath, et il manque qui continuent vers le Proche-Orient. Oui, et aussi certaines bases alliées, pas simplement des bases américaines, mais certaines bases alliées en Europe. On a vu un certain nombre d'avions, des ravitailleurs, mais pas seulement. Donc il y a effectivement en continuité un mouvement transatlantique pour arriver au Moyen-Orient. D'ailleurs, malgré l'interdiction officielle faite par l'Arabie Saoudite, il semblerait que les Saoudiens accueillent des avions militaires américains, sans trop le dire, parce que ils veulent pas donner le sentiment d'être co-belligérants, parce qu'ils sont à la fois très désireux de voir le régime des Mollahs tomber, et en même temps inquiets devant un possible embrasement de la région. Quelle est la base de secret, Michel Polaco ? Vous connaissez tous les secrets de tout ce qui vole. Souvent, on ne sait pas très bien ce qu'on laisse passer sans le dire dans le ciel de la France. On l'a vu récemment avec Bibi Netanyahou. Netanyahou qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Moi, j'ai jamais très bien compris s'il passe ou non au-dessus de la France. Ça a l'air un peu flou. Si on le laisse passer sans le dire, s'il passe vraiment. Qu'est-ce qu'il en est des avions américains ? Les avions américains qui peuvent aller bombarder là en Iran, est-ce qu'ils peuvent passer dans le ciel de la France ? Normalement, ils ne peuvent pas passer sans avoir un accord du gouvernement français. Mais pour vous citer deux exemples, en 1986, je crois, les Américains ont monté une opération contre Tripoli, contre Kadhafi, et les Français ne les ont pas autorisés à traverser le territoire français. Ce qui fait que les F-117A américains, les F-111 américains qui étaient partis de Grande-Bretagne ont été obligés de contourner la France, et les Américains nous en ont voulu, ils ont perdu un équipage, et ils ont considéré que cet équipage avait été particulièrement éprouvé du fait qu'il avait dû rallonger son vol. Autre exemple, les B-2 lors du bombardement de la ville de Belgrade pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Les B-2 ont survolé le ciel français sans autorisation du gouvernement français. Pas de chance, nous avions à ce moment-là un dispositif à l'essai de Thales sur la base fermée de Dreux-Senonches, un radar transhorizon qui a parfaitement vu passer les B-2. Et j'ai eu des contrôleurs du ciel personnellement en ligne qui avaient donc été avertis par leurs amis de chez Thales, enfin Thomson à l'époque, qui leur ont donné exactement les coordonnées et les lieux de passage des avions. Normalement, il devrait pas passer. Pardon, je vous interromps, Michel Polaco, mais on comprend que la puissance américaine est telle. Rappelez-vous, Obama qui avait fait voler les avions secrets de la CIA en toute illégalité, en déplaçant des gens qu'ils allaient parfois d'ailleurs torturer.
et en se foutant complètement de la figure des Européens. Là, ils vont survoler un certain nombre de pays avec ou sans leurs accords, y compris au Proche-Orient. Mais c'est un petit peu normal. D'abord, on parlait du F-35, il est répandu un peu partout en Europe. Vous savez, je voyais l'Allemagne 35, la Finlande 64, la Belgique 34, Danemark 27. Ils en ont tous commandé, les Européens. Tous. Ils ont commandé. Ils en ont. Ça, c'est ce qu'ils ont dans la flotte, et ils ont en des commandes prévues. Regardez, Barchicha, l'agent Lockheed Martin, il a son. Non, mais ça veut dire qu'il faut reconnaître. Il a son carnet de chèques. Il faut reconnaître une superpuissance militaire. Le F-22 n'est vendu nulle part à l'extérieur des États-Unis. Je pense que beaucoup, après l'opération en Iran, aimeraient bien avoir des B-2. Donc, quand on voyait l'image un peu plus tôt Trump avec Poutine, c'est aussi cette superpuissance américaine qui est là et qui fait le show et qui convainc aussi d'autres pays que sans l'aide militaire américaine ou sans le soutien, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils survolent les territoires européens et autres, le Moyen-Orient, il y a besoin de cet armement américain. Juste, je reviens sur ce que disait Michel Polaco sur 2 points. C'est intéressant, hein, c'est que effectivement les Américains ont tout fondé sur la furtivité. Mais la furtivité, ça peut se terminer très vite. Hein. C'est-à-dire qu'on fait énormément de progrès du côté des radars, etc. Et que peut-être de jour au lendemain, les B-2, les F-22, les F-35, ils seront plus invisibles. Et là, ils seront très embêtés. Deuxième remarque, les B-2 dont il est question là, en 99, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont bombarder en Serbie, et ils vont bombarder quoi ? Par erreur, l'ambassade de Chine. Et ils détruisent l'ambassade de Chine. Grosse boulette. Énorme boulette, grosse scandale. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ces campagnes... Les Chinois n'ont toujours pas digéré. Hein. Bien sûr. On peut le comprendre quand même. Mais non, ce que je veux dire, c'est que dans ces campagnes aériennes, vous avez aussi Michel, vous pensez qu'ils ont fait exprès ? Non, les Chinois pensent que les Américains ont fait exprès. Oui, bien sûr. Non, parce que je veux dire, vous avez une part incompressible de conneries qui vont arriver. Plus vous multipliez la campagne, plus vous multipliez les raids, à l'époque, en 99, non seulement ils avaient frappé l'ambassade de Chine, puis il y a eu un train qui avait explosé, qui a fait des dizaines de morts, il y a eu des tas de bavures, et ça, au bout d'un moment, oui, ça enraye aussi un petit peu l'opération. Donc les risques d'une campagne aérienne, c'est pas simplement les risques pour ses propres forces, c'est le risque de faire des conneries. Et tout ça pour rien, quoi. Au bout d'un moment, il se passe rien. Si l'adversaire en face fait le gros dos, le dos rond et accepte de prendre des coups, il va encaisser, c'est tout. Il va attendre que ça se passe. Ça peut. Regardez les aérien. images satellites qui témoignent de ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire cette escalade de fait, en tout cas pour l'instant. En termes de moyens, et dans quelques instants on verra ce que signifie ce C'est sérieux qui a été lâché par un des participants à la réunion, la base aérienne Prince Sultan, Arabie Saoudite, qui montre le renforcement des effectifs militaires sur cette base. Donc 6 avions de surveillance aérienne avancés, les AWACS, 16 avions ravitailleurs cassés, 135. Là aussi, votre aide, s'il vous plaît, Michel Polaco, sur ce que ça signifie, notamment le grand nombre d'avions ravitailleurs. Oui. Vous savez, le nombre d'avions ravitailleurs est totalement proportionnel au nombre d'avions qui vont opérer et deuxièmement aux distances qui vont être parcourues par ces avions. Il est évident qu'avec tout ce qu'il y a sur les porte-avions et qu'avec tous les avions qui sont basés dans la région, plus tous ceux qui sont des bombardiers basés, par exemple, sur les îles, comme les bases comme Diego Suarez, etc., il va y avoir besoin de beaucoup de ravitaillement en vol. Alors, il y a des KC-10 qui sont tirés du DC-10, il y a des KC-46 qui sont tirés du Boeing 767, et il y a des vieux C-135 qui sont tirés du Boeing 707. Alors, ils en ont 650, vous voyez, ils en ont énormément. Donc, évidemment, ils peuvent en déplacer. Et vous savez qu'une mission de B2 qui part du Missouri et qui revient dans le Missouri après être allée en Iran, c'est 5-6 ravitaillements en vol au minimum. Donc pour faire 5-6 ravitaillements en vol, il faut au minimum 3 ravitailleurs qui eux-mêmes vont retourner se ravitailler. Regardez bien, il est près de 23 heures, qu'on comprenne la situation dont nous sommes ce soir, à l'heure où nous parlons. Le président, une réunion très importante s'est tenue à la Maison-Blanche, avec un certain nombre de dirigeants, dont le patron de la CIA, qui sont ce soir au courant de ce qui est, semble-t-il, déjà décidé, et le patron de la minorité sénatoriale, Schumer, démocrate de New York, déclare aux journalistes, c'est grave, l'administration doit convaincre le peuple américain. On va se rendre à Washington, écoutez-le d'abord dans ses propres mots. Écoutez, c'est sérieux. L'administration doit convaincre le peuple américain.
Voilà, ces quelques mots enflamment le monde entier parce que ça peut laisser entendre que la décision est prise et quand on dit c'est grave, c'est qu'elle est de conséquences. Sonia Dridi, quel est l'écho déjà à l'heure où nous parlons de cela et est-ce qu'on a davantage de détails ? Alors, on a notamment appris avec des collègues via un membre de l'équipe de Hakeem Jeffries, donc qui fait partie du gang des 8, qui est le leader de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, que cette réunion s'est faite à distance, que les membres du gang des 8 étaient dans de la salle sécurisée, la SCIF du Congrès, et que l'Iran a été discuté, mais pas seulement. Il y a notamment le Mexique qui a été également discuté. Mais on sait que Donald Trump a l'intention de parler, d'évoquer ses plans pour l'Iran lors de son discours d'ici quelques heures. Donald Trump qui se trouve toujours actuellement dans le bureau ovale où il peaufine sûrement son discours. Et on sait aussi ces derniers jours, on a appris qu'il y avait certaines crispations dans l'administration. Donald Trump pencherait plutôt pour une frappe limitée en Iran parce qu'il est frustré de ne pas avoir obtenu le deal du siècle avec l'Iran, pas encore en tout cas, et notamment le chef d'état-major des armées a communiqué le fait qu'il craignait, en tout cas que c'était possible, un enlisement même en cas de frappe limitée en Iran, ce que veut absolument éviter Donald Trump. Il a également insisté sur le fait que sans l'aide des alliés, l'opération pouvait être plus compliqué. En tout cas, il n'a pas affiché la même confiance, selon plusieurs informations, qu'avant l'opération au Venezuela. Voilà, merci beaucoup Sonia. Et le Financial Times, lui, dit que ça peut être une opération de grande envergure qui se déroule sur un grand nombre de cibles et sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Arrêtons-nous un peu sur ces très importantes informations. Dans ce qu'on appelle ce gang des 8, il y a chef de la majorité au Sénat, minorité au Sénat, il y a le président de la Chambre des représentants. Il y a un côté, je mets toute la République avec moi. C'est-à-dire, il tente là de bétonner autour de lui ce qui est la décision qu'il peut annoncer dans un moment. Oui, c'est toujours un peu surprenant, il y a cette expression de gang des 8, alors que ce sont des personnalités parfaitement respectables, élues du peuple, représentants de partis authentiquement démocrates. Enfin bon, c'est comme ça, c'est l'appellation en vigueur. Mais effectivement, ça montre que on est passé à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement une espèce d'opération comme ça, un coup de main audacieux comme pouvait l'être le bombardement sur l'Iran ou l'intervention au Venezuela, qui est laissé à l'initiative du président. Là, effectivement, si on envoie l'armée américaine de façon importante, on ne peut pas, Trump ne peut pas le faire sans avoir si ce n'est l'aval du Congrès, qu'apparemment de toute façon il l'aura, mais surtout en informant le Congrès. Scénario, on comprend bien. Si le scénario est celui-là, celui qu'une partie de la presse américaine, notamment israélienne, dit ce soir, ça veut dire que dans le discours de tout à l'heure, donc dans la nuit, ce sera à 2h du matin, heure de Paris, 2h30, il pourrait dire, voilà, j'ai pris la décision d'ouvrir la guerre contre la République islamique. Alors c'est intéressant parce que je lisais un certain nombre d'experts qui sont des anciens des administrations précédentes, notamment Aaron David Miller, qui était quand même un des plus grands négociateurs dans cette partie du monde, qui disait justement, il n'y a jamais eu de président à cet discours qui a annoncé des bombardements ou une guerre. Il pourrait être le premier, et il y a beaucoup de spéculations aujourd'hui à Washington que ces 2 voire 3 heures de discours, effectivement, annoncent ces frappes. Pour l'instant, en tout cas, il continue à amasser des forces pour en avoir les moyens. Les porte-avions restent évidemment le maître mot en la matière. On va voir où est le porte-avions Gerald Ford, qui est maintenant en Crète. Alors, il mouille dans les eaux grecques, il s'est arrêté. Alors il y a eu un grand problème de toilette. Ça paraît un peu terre à terre, mais ça joue un rôle très important, Michel. Techniquement parlant, si vous n'avez pas de toilette, il y a un moment où il y a un problème. Hein. Oui. Vous savez que voilà. Je vous remercie de votre analyse. Avec une population assez importante donc, aussi. Ils sont quand même 5500 à bord. Il va quand même falloir leur donner du papier toilette. Donc faut que ça marche. C'est un bateau, faut qu'il marche. C'est un bateau, il a ce problème depuis longtemps et l'équipage est à bord depuis, je crois, 10 mois. Ils ont traversé 2 fois l'Atlantique. 45 minutes d'attente avant d'aller aux toilettes. Ah ouais, je savais pas. Ce que j'ai lu, oui. Ça dépend ce qu'on a mangé avant. Hein. Si on peut attendre ou pas. Hein. Merci, Général. Là, il y a un petit côté des grosses têtes qui... On le prend à la plaisanterie. Bouvard, c'est le théâtre de Bouvard, là. Mais c'est le théâtre de Bouvard, version guerre... Oui, mais c'est pas une plaisanterie du tout. Oui. Et c'est un bateau qui traîne ce problème depuis longtemps, en fait.
C'est ce qui fait dire à de nombreux experts que cette opération, elle ne pourrait durer des semaines, voire des mois, parce que ce porte-avions, il est effectivement dans les eaux depuis juin dernier, et donc les hommes à bord ont besoin aussi de rentrer. Il y a l'aspect quasi industriel, une guerre en général, mais surtout une guerre américaine, c'est un déploiement industriel, donc il faut que tout marche depuis la barquette à réchauffer jusqu'au Tomahawk, c'est ça qui... Oui. Et en général, les Américains sont plutôt bons dans ce registre, et en matière de logistique. Normalement, ils savent faire. Et parfois, oui, il y a des problèmes. Oui, moi, je suis surpris qu'on ait déployé le Ford, qui est déjà engagé depuis très longtemps maintenant, alors qu'il y avait peut-être d'autres bâtiments qui étaient disponibles. Bon, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce déploiement, c'est d'abord, il est en Méditerranée, et on assiste globalement un peu à une répartition un peu des rôles. C'est-à-dire que on s'aperçoit que parce qu'il y a le porte-avions, mais il y a aussi les destroyers qui sont avec lui, etc., que globalement, quand on est plutôt du côté d'Israël et de la Jordanie, on a des armements qui sont défensifs, en Arabie Saoudite aussi, et en revanche, vous avez l'autre groupe aéronaval qui, lui, est extraterritorialité, donc lui, il peut faire ce qu'il veut. Donc pas besoin de traverser le ciel de l'Arabie Saoudite, de demander des autorisations, de quoi que ce soit, et donc c'est à partir de ce groupe aéronaval que se feront la plupart des frappes, ou que ça commencera peut-être par là, entre Américains et Iraniens. Est-ce qu'il y a une question d'agenda ? Question d'Alain de Pulversheim, c'est dans la région de Mulhouse. Si les États-Unis ne frappent pas maintenant, est-ce qu'il sera possible de le faire demain ? Est-ce que là, ils peuvent évidemment, tout ça coûte très cher, c'est compliqué, y compris ils sont des toilettes, on a compris. Est-ce que ça commande en quelque sorte l'agenda ? C'est-à-dire, ils peuvent pas attendre des semaines. Il faut... Trump a créé un besoin. Il y a un moment où il va devoir y aller. Il peut pas dire je déclare la victoire et tout le monde rentre à la maison. Donc voilà, le problème c'est que je pense que son chef d'état-major lui a dit il n'y a pas de belle option militaire en fait. Donc maintenant vous êtes obligé de jouer, va falloir choisir. On va faire le moins pire, mais la solution à coup sûr, on ne l'a pas. Est-ce qu'il lui a dit il y aura peut-être des morts ? Sûrement, mais l'échec est plus à craindre que les morts. Parce que si jamais ils font une jolie campagne de frappe, ils consomment leur stock de munitions, et puis après, les Iraniens sont là et ils disent bon, on a souffert, mais c'est bon, vous continuez ou pas ? Ils feront quoi ? Il y a un moment où ils vont pas taper pendant 18 ans, et ils vont arriver au bout de leurs munitions à un moment. Question de Steven qui écrit d'Agen. Si un des deux porte-avions était touché par un missile, comment les Américains réagiraient-ils ? Ils prendraient mal. Comment ? Ils le prendraient mal. J'ai quand même un doute que les Iraniens y arrivent. Mais les Iraniens vont sûrement faire une guerre de drones navals. Je pense qu'on n'a pas vu tout ce qu'ils savent faire et qu'ils attendent l'occasion de montrer leur savoir-faire. Et ce jour-là, ça va peut-être, nous piquer les yeux. En tout cas, les Américains. Oui, les drones navals, on a vu ça en mer Noire. C'est ça. L'armée russe est beaucoup moins technologiquement avancée que l'armée américaine, mais les Ukrainiens n'avaient pas d'aéronaval. Ils ont utilisé des drones, alors qu'ils n'ont pas les capacités qu'ont les Iraniens, même les petits bateaux qu'on voit, même si c'est pas des gros navires. Donc c'est quand même une possibilité avec tout ce que regardez juste cette image pour nourrir votre commentaire et qui montre à quel point la question de Steven est tout à fait justifiée. C'était là en 2023 le drone iranien qui survole je crois que c'est le Eisenhower. Et il passe quand même très proche. Il y a même un moment où on voit qu'il y a la cible, qui est une cible de la caméra. Mais enfin, si ça n'avait pas été une caméra, théoriquement, il aurait pu lâcher quelque chose. Mais même il aurait pu faire des dégâts éventuellement. Il n'aurait pas coulé. Non. Il faut mettre un paquet de force. Ça fait mauvais genre quand même. Non, mais bien sûr. Non, mais symboliquement, ce serait un camouflet, quoi. Et il y a 23 ans, les Américains avaient fait l'exercice Millennium 2002. Vous avez simulé une attaque d'un pays moyen-oriental en passant par le golfe arabo-persique. Et dans cet exercice, ils avaient perdu un certain nombre de navires qui avaient été attaqués un peu par surprise par des essaims. Alors à l'époque, c'était des essaims de vedettes kamikazes bourrés d'explosifs qui étaient arrivés par centaines, qui avaient attaqué les navires. Et ils avaient coulé un certain nombre, mais pas tous. Et ça avait suffi à faire d'énormes dégâts en exercice, bien sûr, dans la flotte américaine. Et les Américains, à l'époque, avaient été obligés d'ailleurs de recommencer l'exercice, revenir à zéro en disant on va remonter les navires qui ont été coulés. Mais ça avait marqué les esprits. Et donc, méfiance. Alors, il y aura probablement aucun navire qui sera coulé, probablement.
mais il suffit de quelques coups pour que... il suffit de quelques coups, voilà. C'est toujours pareil, on est une situation asymétrique. Que les Iraniens sont écrasés sous les bombes, incontestablement, mais il suffit que les Iraniens parviennent à donner des coups pour que ça fait mauvais genre. Si j'affronte Mike Tyson et que à la fin de la partie, je suis toujours là et que j'ai réussi à lui donner peut-être une baffe, le vainqueur, ce sera moi en réalité. Il faut souligner quand même que pour les images spécifiques qu'on vient de voir là, en novembre 2023, c'était aussi une guerre de communication. Oui. Les Américains avaient répondu aussi en montrant des images prises d'un hélicoptère. On voyait une mitrailleuse à bord et ça montrait le drone qui était en train de filmer ces images. Ils avaient souligné qu'ils avaient suivi depuis le début ce drone qui était à environ 1 kilomètre du navire et qui n'était pas armé. Regardez ces images, puisque non seulement il y a les F-22, il y a le Lincoln, il y a ce qui se passe sur l'île de Diego Garcia. Et cette fois, on entre vraiment dans une phase d'hyperactivité. Là, on a pu capturer les vols des C-17, en tout cas d'un premier C-17 en direction de Ramstein en Allemagne jusqu'à Diego Garcia. Le C-17, qui est un transporteur de matériel, dites-nous davantage à ce sujet, Michel Polaco notamment, je vois qu'il peut transporter aussi des parachutistes, matériel et hommes. Plus gros avion en dehors des avions russes, mais vous savez que l'Antonov 225 a été détruit et que les Antonov 124 sont privés. Mais en dehors de ça, c'est le plus gros avion militaire qui existe au monde, avec le C-5A Galaxy, qui est très ancien, que possèdent encore les Américains, et il sert à transporter des hélicoptères, des blindés, des hommes, du matériel, du soutien. Il peut transporter tout ce qu'on veut, et ils peuvent faire un pont aérien. Ils en ont beaucoup. Mais bon, le C-17 en soi ne suffit pas. C'est un moyen d'apport de matériel, de soutien et d'hommes. Voilà. Quel est l'usage de cette base de Diego Garcia ? Je ne sais pas si on peut voir la carte pour bien comprendre. Donc ces avions ont fait cet immense parcours. C'est cette carte au milieu de l'océan Indien, cette île au milieu de l'océan Indien, cette base américaine très importante, qui avait eu un rôle crucial dans les opérations de juin. Alors, dans les opérations de juin, on se souvient quand même qu'il y avait donc les B-2 qui sont partis de Diego Garcia pour justement faire le leur, alors que les vrais B-2 qui ont bombardé sont venus de l'autre sens, donc des États-Unis, pour venir frapper l'Iran. Et on voit, si on a une carte de Diego Garcia, on voit par exemple les grands hangars où on gare ces B-2 dans des conditions très spécifiques, parce qu'ils sont quand même assez sensibles, notamment la peinture, qui doit être, je pense, c'est de certaines conditions, notamment en termes de température. Non, mais tout à fait. Le B-2, c'est un engin très fragile. Et en milieu équatorial, comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Non, mais Diego Garcia, c'est une base qui est absolument essentielle. Vous voyez sa localisation, elle est au centre de l'océan Indien. Donc là, vous y placez tous vos appareils à long rayon d'action, en particulier les bombardiers. Et puis, vous pouvez agir dans toute la région. Et puis, vous êtes relativement à l'abri, en revanche, de contre-attaques ou de frappes quelconques. Donc, c'est une base absolument essentielle dont on rappelle que se trouve pour l'instant en territoire britannique et peut-être bientôt en territoire mauricien. Ce qui gêne un petit peu les Américains. On en sait davantage sur ce que peut être cette campagne. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, ces déclarations de Schumer, le chef de la minorité, qui dit « c'est grave, il va falloir convaincre le peuple américain ». Et ce qui appuie cette déclaration ce soir, c'est les informations notamment du Financial Times sur le déploiement et sur la possibilité des cibles qui sont précisées. Le président Trump, cette fois c'est CBS qui le dit, est de plus en plus frustré parce que ses conseillers décrivent comme les limites de la pression militaire sur l'Iran. Contrairement aux opérations précédentes, il a été informé que toute frappe contre les intérêts de l'Iran ne constituerait certainement pas un coup unique et décisif. Et selon le Financial Times, qui cite les responsables de renseignement israéliens, les États-Unis pourraient mener 4 à 5 jours de frappes aériennes intenses ou environ une semaine d'attaques de moindre intensité dans les jours qui viennent. Quel est ce scénario-là d'une vague de frappes ? Pas un bombardement comme ça avait été le cas en juin, mais une vague de frappes. Isaac ? Alors moi, je voulais d'abord rappeler ce que j'ai lu il y a pas longtemps, le sénateur Lindsey Graham, qu'on a vu souvent dans l'avion Air Force One. Il disait quelque chose d'intéressant. Si nous ne tenons pas la promesse du président Trump envers le peuple iranien,
plus personne ne prendra jamais les États-Unis au sérieux et le peuple iranien ne l'oubliera pas. Et moi, si vous me permettez, Darius, parce que ce soir vous avez mis un QR code sur votre écran, j'ai envie d'être celui qui pose la question à ceux qui nous entourent aujourd'hui, et peut-être une fois n'est pas coutume. Alors, mais... Isaac de Paris, question Voilà. d'Isaac de Paris. Alors, voilà. moi, Allez-y, Isaac de j'ai Paris. envie de dire, pourquoi les Iraniens valent moins, la vie des Iraniens vaudrait moins que la vie des Ukrainiens? On a vu toute l'Europe, voire même d'autres pays, le Canada et autres, s'investir militairement ou essayer militairement de subvenir aux besoins militaires de l'Ukraine pendant 4 ans. Et là, le peuple iranien, dont on sait qu'il est en grande souffrance, on n'entend pas forcément les grandes puissances internationales pour aider et trouver une solution. Allez, qui répond militaire. Qui répond à Isaac de Paris? La grande nuance, c'est que d'un côté, c'est un pays étranger qui envahit un État indépendant. Là, c'est le cas de l'Ukraine, et qu'on est venu défendre aussi ses frontières. En Iran, alors évidemment, on a tous envie de soutenir la population iranienne, mais c'est à l'intérieur du pays que ça doit aussi se décider. Et beaucoup soulignent qu'une révolution se fait en interne, et qu'il est très difficile d'imposer une démocratie de l'extérieur. Je vous suggère de poser la question au président Trump. Mais pourquoi vous en foutez du peuple iranien? Parce qu'il a raté l'occasion début janvier. Et ensuite, là, ce qu'il cherche, c'est un deal avec les mollahs. C'est pas la libération de la population, la pauvre population iranienne. S'il a son deal avec les mollahs, la contrepartie, c'est je vous casse pas les pieds et je vous laisse tenir la boutique. Donc, demandez à Trump pourquoi il s'en fout total de la population iranienne. Donc vous y croyez ce fameux deal? Je crois que Trump, il veut le deal et il l'aura pas. Voilà. Après, il va bombarder, il n'aura pas son deal. C'est une raison pour mieux bombarder, pour mieux s'organiser, pour mieux se préparer. Et on parlait d'invasion, peut-être, mais aussi on parle de la liberté, on parle des grandes valeurs que le peuple iranien essaye de défendre et essaie de nous montrer. On a été tous ici passifs au début janvier, quand on a vu des morts à tout va, et on n'a pas, à mon avis, la mesure de ce qui s'est réellement passé sur place. Et ça devrait, pour moi, être une cause pratiquement internationale pour s'assurer que soit un deal soit fait en permettant aux populations civiles d'être protégées et de passer à autre chose avec un différent régime. Mais on sait que les Iraniens ne reculeront jamais, on le voit clairement, ou bien une opération militaire coordonnée afin de pouvoir éliminer cette menace mondiale. Les indices, j'interromps juste sur les indices qu'on reçoit. À l'instant, c'est le ministère de la Guerre, donc le ministère d'Exet. On reviendra avec ça dans un instant, qui poste la fameuse phrase de Churchill: nous n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais, nous ne nous rendrons jamais. Never give in. Le fait qu'il poste ça maintenant, juste avant son discours, alors, évidemment, Trump, c'est un peu du discours récurrent, mais évidemment, c'est un signal aussi, disons, de guerre, quoi. Pour moi, Trump va sans doute annoncer quelque chose de fort cette nuit. En tout cas, c'est attendu. Des frappes doivent avoir lieu dans les tout prochains jours. Nous, on a des informations comme quoi ça devrait arriver d'ici à lundi, voire mardi au plus tard. Les modalités ont été sans doute communiquées au gang des 8 et on attend ce soir impatiemment dans la nuit de savoir comment ça va se dérouler et comment une bonne fois pour toutes Trump va pouvoir mettre en exécution des plans qu'il prépare depuis plusieurs mois, et je pense qu'il va nous surprendre. Est-ce qu'il peut y avoir une tentation, disons, effectivement, churchillienne? Il y a dans son bureau, il a fait déplacer le buste de Churchill. Le buste de Churchill a bougé pas mal dans le bureau, mais enfin là, il est dans son bureau. Et il y a aussi le précédent de Reagan. Reagan est l'homme qui a cassé l'Union soviétique, et s'il était l'homme qui fait tomber le régime des mollahs, évidemment, ça resterait dans l'histoire. Oui, mais il me semble que la situation n'est pas comparable, parce que il y avait même à la fois dans les actes et dans les discours. Alors c'est difficile de comparer Churchill et Reagan, mais on va dire qu'il y avait une lutte du bien contre le mal, et c'était évidemment clair pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça l'était aussi pour Reagan contre le communisme, et il y avait dans les deux cas une sorte de devoir impérieux de rétablir la démocratie et de lutter contre le totalitarisme. Or, on le sait, ça a été écrit explicitement dans le dernier document sur la sécurité nationale américaine. L'objectif des États-Unis n'est plus d'amener la démocratie partout sur la Terre. Et donc, c'est pour ça que je pense que même malgré ce déploiement de force, Trump espère encore obtenir un deal. Ce qu'il faut, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il obtienne quelque chose. Parce que moi, la situation actuelle, elle me rappelle un peu ce qui se passe depuis des mois avec la Russie. C'est-à-dire qu'en gros, Trump se fait balader par Poutine, qui dit « Ouais, j'ai bien négocié, moi finalement, non. Ah, ce que vous me demandez,
demander, c'est compliqué. Et les Iraniens font la même chose. Alors, est-ce que Trump peut supporter de se faire comme ça promener 2 fois de suite par des gens qui sont pas à proprement parler des démocrates? À mon avis, à la fois pour son amour-propre et vis-à-vis de son électorat, ce serait compliqué. Et ça, pour le coup, pardon, parce que c'est très balancé, mais moi je suis bien incapable de dire ce qui va se passer, ça plaide plutôt pour une intervention militaire si les Iraniens ne cèdent pas quelque chose de spectaculaire, à la fois sur le réarmement nucléaire et sur leur armement tactique, en particulier leurs vecteurs, leurs missiles. Retournons au très concret, toujours selon le Financial Times, donc ce serait ces 4 à 5 jours de bombardement. Quelle action concrète, quelles seraient les cibles, et en particulier les sites nucléaires? On va voir la carte qui l'illustre. Voilà, visiblement, ce serait là, ça c'est la base, c'est le tarif de base un peu, c'est les bombardements de ces sites-là. Non, mais d'abord, dans la méthode, en gros, c'est comme au poker. Soit vous y allez, vous devez obtenir quelque chose. C'est ça le principe. À la limite, vous n'obtenez rien. Vous bombardez quand même, et puis vous dites, ça y est, on a puni, on a fait ceci, on a cassé, machin, truc, victoire. Bon, ça c'est la dernière option. Maintenant, vous pouvez soit au poker, soit vous montez progressivement, donc vous avez effectivement, il y a quelques frappes, et puis vous attendez que ça réponde en face, et puis si ça répond pas, vous augmentez les doses, etc. Soit vous faites tapis, et vous y allez d'emblée, en essayant de casser le maximum de choses. Maintenant, dans le ciblage lui-même, ce sont d'abord évidemment des infrastructures, beaucoup plus que des individus. C'est beaucoup plus compliqué de flinguer les individus. Il faut surtout un réseau au sol. Alors pourquoi pas, mais ce sont d'abord des infrastructures. Les infrastructures nucléaires, c'est la base. Non, pour être précis, ça commencera par les défenses aériennes. C'est classique. On va commencer à casser ce qui reste, les radars, les défenses aériennes. Comme ça, après, on peut faire ce qu'on veut dans les airs. 2, c'est peut-être, à priorité, les missiles balistiques. L'arsenal missile balistique, parce que ça, c'est la menace réelle immédiate qui peut être utilisée contre Israël ou contre des pays alliés, contre les pays arabes ou contre les bases. Je parle des missiles balistiques, c'est toute la force anti-navire aussi qui est là. Donc, je pense qu'ils commenceront plutôt par là, parce que ça, à la limite des infrastructures nucléaires, ça peut attendre. Et puis, oui, ça, à un moment donné, oui, forcément, il faudra, parce que c'est quand même un peu le prétexte de cette intervention, il faudra à un moment aussi taper sur les sites nucléaires. Même si ça n'a pas forcément grand-chose. Quelles sont là les forces en présence? Vous êtes toujours avec nous, Michel Polaco. Il y a ces cibles à toucher, et selon Reuters, selon certaines informations, l'Iran serait sur le point d'acquérir des missiles de croisière anti-navires supersoniques de fabrication chinoise. Cette évolution coïncide avec l'ultimatum de 10 jours lancé par Trump. Action et réaction. Est-ce que les Américains peuvent aller bombarder comme ça sans contre-coup, ou bien est-ce qu'il va y avoir une réaction des Iraniens? Il y aura une réaction des Iraniens, et c'est pour ça qu'à mon avis, la première cible des Américains, évidemment, s'ils peuvent le faire en parallèle avec des attaques contre les commandants les mollahs, évidemment, ils le feront. Mais pour moi, la première cible des Américains, ce sont tous les moyens offensifs iraniens, de manière à protéger les alliés des Américains dans la région et de manière à se protéger également. Donc ça veut dire détruire tous les sites de lancement de missiles, ça veut dire détruire toute la flotte iranienne de surface, y compris les drones qu'il y a dessus, et éventuellement les quelques sous-marins que possèdent les Iraniens, de manière à les rendre incapables d'être nuisibles. À partir de là, le reste peut se dérouler dans des ordres différents qui restent à déterminer. Je me permets aussi de vous rappeler, tout à l'heure, vous parliez des démocraties imposées. Je vous rappelle que les communistes vietnamiens sont ceux qui ont eu le courage de venir libérer le Cambodge des Khmers rouges. Et croyez-moi, ça n'était pas rien, même si ce sont des petits pays. Question. Abdoulaye qui écrit de Gennevilliers, une guerre entre les États-Unis et l'Iran peut-elle déclencher une 3e guerre mondiale? Très bonne question aussi, c'est-à-dire le risque d'engrenage avec, on vient de parler de la Chine, éventuellement la Russie, d'autres puissances, ou simplement déjà à l'échelle du Proche-Orient. Ça paraît peu probable parce que les 2 guerres mondiales que nous avons connues au XXe siècle sont le résultat d'un enchaînement d'alliances et d'accords militaires qui font que dès lors que 2 pays entraient en guerre, les alliés des deux pays entraient à leur tour et il y avait une sorte d'effet domino. Aujourd'hui, l'Iran est relativement seul. Donc il peut y avoir des répercussions mondiales, certainement. On sait, les Iraniens utilisent ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire des gens qui sont leurs affidés, mais qui sont quand même de moins en moins puissants.
la Syrie était un pays dans l'orbite de l'Iran et aujourd'hui c'est fini. Le Hezbollah a été très largement mis hors d'état de nuire par les Israéliens. Donc aujourd'hui, non, je pense pas qu'il y ait de risque de guerre mondiale. En revanche, il y a des risques de bouleversement et de troubles, ça c'est certain. Et on rappelle que Trump rencontre Xi Jinping le 29 mars, donc dans à peu près un mois. Ouais. Et qu'il a aussi à cœur de lui apporter des nouvelles du front positif, ce qui pourrait aussi renforcer l'idée d'une opération militaire courte ou longue, mais en tout cas d'une opération militaire pour faire face à la menace chinoise qui est quand même avec la Russie, même si la Russie a dit moi je rentrerai pas dans ce conflit, mais qui est quand même une menace aussi importante contre les Américains et contre d'autres pays. Je suis d'accord avec Guillaume Roquette sur le fait que en réalité l'Iran est seul. Quand on voit le service minimum de Poutine qui a dit qu'il pouvait pas lui donner des missiles solaires pour remplacer ceux qui avaient été tirés ou détruits par les Israéliens parce qu'il en a besoin pour défendre ses propres infrastructures pétrolières, quand vous avez un allié comme celui-là, vous allez vous rhabiller. Et puis les Chinois sont vraiment dans le mode on n'y touche pas. Donc les Iraniens qui annoncent qu'on leur a livré des missiles, j'y crois pas. En tout cas pas opérationnel. Imaginez si un missile de fabrication chinoise livré cette nuit flingue un destroyer américain dans 10 jours. La tronche que vont faire les Chinois. Donc ils leur ont pas donné des missiles, c'est pas vrai. Donc les Iraniens sont seuls. Ce qu'il y a, c'est régionalement, au sens ils mettent la région à feu et à sang, mais c'est pas une guerre mondiale. Parlons de la région. Regardez cette carte, elle est extraordinaire parce qu'elle permet de comprendre l'énormité de ce que nous vivons. Parce que oui, les Américains ont un dispositif colossal, mais l'enjeu, l'amplitude de ce qu'ils doivent protéger est colossal. C'est Aurélien Mel, notre chef d'édition, qui a recomposé cette carte. Elle est vraiment passionnante parce que en déplaçant les pays du Proche-Orient, Arabie Saoudite, Iran, Syrie, Irak, etc., on se rend compte que ça représente la superficie de toute l'Europe. C'est-à-dire que les Américains, ce soir, doivent se dire il faut qu'on puisse protéger une immense portion du monde qui comprend l'équivalent de Paris, Madrid, Rome, Anvers, Varsovie, Londres. C'est énorme. Ils doivent protéger tout ça parce que leurs alliés ne supporteront pas de recevoir des contre-coups. Oui, et on l'a vu dans des opérations précédentes à quel point ce problème de l'étendue géographique était important. Alors que en première analyse, on peut dire c'est pas très grave parce que c'est essentiellement des déserts tout ça en Arabie Saoudite ou en Iran. Sauf que en Iran, on le sait, on l'a bien vu lors des avec les photos aériennes des sites d'enrichissement nucléaire, les Iraniens, c'est pas parce que c'est le désert qu'ils n'ont pas de présence militaire. Et donc, il y a la difficulté de pouvoir contrôler des espaces aussi grands, difficulté qu'avait déjà rencontré la France au Sahel, où les opérations Barkhane et suivantes étaient impuissantes à faire régner l'ordre dans la région, malgré une supériorité militaire évidente, tout simplement parce que c'était trop grand et que les soldats français pourtant il y avait des troupes au sol, étaient pas suffisamment nombreux pour pouvoir s'assurer de la sécurité des lieux. Et moi, je voudrais quand même rajouter un point intéressant, c'est qu'on parle souvent de Poutine, cette relation avec les États-Unis, mais j'inverse la tendance. Vous savez que Poutine a perdu son allié, la Syrie, qui se rapproche un peu plus des États-Unis. Il a perdu le Venezuela. On parle de Cuba. Et donc, en faisant tomber le régime islamique, c'est aussi envoyer un message très fort à Poutine et peut-être remettre encore une fois cette question de l'Ukraine dans la suite des discussions, après s'être occupé du régime iranien, qui est le seul régime qui, encore une fois, soutient ou est soutenu encore par la Russie. Très intéressante question de Alexandre. Quel avantage les drones iraniens pourraient-ils apporter en cas de riposte sur les Américains ? Quel avantage les drones iraniens pourraient-ils apporter en cas de riposte sur les Américains ? Et ça nous amène à ces images, et vous allez pouvoir répondre à Alexandre. Les gardiens de la Révolution s'entraînent. Ils ont débuté des exercices militaires. C'est rapporté par la télévision d'État. Ces exercices se concentrent sous les côtes sud et les îles adjacentes. Ça comprend missiles, artillerie, drones, forces spéciales, blindés. Les États-Unis donc ont déployé leur dispositif dans la région. Et on va voir cet exercice, cette fois des Américains. Il s'agit de la résistance au choc qui est testée sur le Ford. Regardez cet exercice qui montre que les Américains veulent être prêts à toute éventualité. 4, 3, 2, 1, shoot! All personnel, remain at GQ stations. Brace for roll! Brace for roll!
faites-nous une explication de texte, Michel Polaco. L'image est extrêmement impressionnante, mais enfin, qu'est-ce qui explose et qu'est-ce qui est testé exactement? Ils en ont Vous savez, un porte-avions, c'est une ville. Et en plus, c'est une base aérienne. Donc, ça doit être extrêmement protégé. Donc, quand on le construit, on le blinde. Et le pont d'un porte-avions est très, très, très fortement blindé. D'ailleurs, il doit simplement pouvoir supporter déjà un avion qui s'écrase à l'atterrissage, à l'appontage, vous voyez, par exemple. Donc, bien évidemment, on fait ce genre d'exercice d'une manière, je dirais, réservée quand le porte-avions est en service, parce qu'il s'agit d'entraîner le personnel. Par contre, lorsqu'on fabrique le bateau, là, on fait vraiment des exercices, pas réellement sur un porte-avions, mais sur des quantités de blindage comparables. Un pont de porte-avions, ça doit faire, je sais pas, une vingtaine ou 25 centimètres d'acier blindé. Pour arriver à percer ça, il faut des moyens absolument considérables. Alors, c'est vrai que les images qu'on voit sont très spectaculaires. Je pense que, bien évidemment, les Américains n'ont pas pris le risque de détruire le Gerald Ford, vous en doutez. Parce qu'on avait vu, dites-moi si je me trompe, mais il y avait eu une attaque avec un Zodiac contre un navire. Alors, c'était pas un porte-avions, hein. Le USS Cole. Oui, donc, bien sûr. Aden. Non, bien sûr. Non, mais bien comprendre aussi d'abord que, l'eau retransmet presque intégralement la pression. Donc, quand vous avez un coup qui est à proximité d'un navire, vous avez quand même une onde qui va secouer très largement le navire. Il peut même infliger des dégâts. Donc oui, même les coups à côté peuvent faire mal. Mais là, pardon, exercice réel, hein, et c'est quand même un exercice considérable parce que c'est un exercice sans précédent depuis 1987, donc ça montre que c'est quand même quelque chose, et tout ça a été fait à l'aide d'explosifs réels, donc c'est pas du théâtre, hein. Ah oui, bien sûr, non, on teste la résistance à une onde de choc marine, donc maintenant, voilà, vous avez un navire de 100 000 tonnes, voilà, ça se secoue pas comme ça, quoi. Non plus, hein. Et puis ça effectivement, ça résiste. Donc voilà, donc oui, bien sûr. Parce qu'il y a bien sûr l'impact que pourrait avoir une perforation de la coque, mais il y en a d'autres. C'est des monstres de technologie, ces sous-marins. D'abord, il y a un réacteur nucléaire à l'intérieur qui fait avancer le porte-avions et qui permet de fournir toute l'électricité à bord. Il y a tous les avions qui sont évidemment fixés, et donc ça se mesure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'impact sur les vibrations. C'est quelque chose d'important parce que, bien sûr, même sans destruction, même sans être coulé, même sans avoir une voie d'eau, le porte-avions pourrait être fragilisé si il n'encaisse pas suffisamment de choc. Michel Polaco. Écoutez, je pense que un porte-avions, avant qu'il soit touché, il y a quand même un certain nombre de bâtiments autour qui l'ont protégé. Il faut quand même pas l'oublier. Le porte-avions, il est au cœur d'une task force. Il est au cœur d'un groupe aéronaval avec des bâtiments anti-sous-marins, des bâtiments anti-aériens, d'autres bâtiments qui évidemment protègent la surface. Lui-même, il est très équipé. C'est extrêmement difficile d'arriver jusqu'à lui. Alors maintenant, on peut y arriver effectivement avec un petit drone peu facile à voir ou volant à très très basse altitude. Ça va provoquer un effet politique, ça fera probablement pas un effet militaire. Mais n'oubliez pas, pendant la guerre du Pacifique, les Japonais ont perdu des porte-avions et ils ont coulé des porte-avions américains. À l'époque, les porte-avions n'avaient absolument rien à voir en termes de protection, de blindage avec les porte-avions d'aujourd'hui. Le Gerald Ford, c'est un prototype, faut pas l'oublier. C'est le premier d'une tête de série des nouveaux porte-avions américains qui étaient autrefois de la classe Nimitz et qui sont maintenant de la classe Ford. Et croyez-moi, c'est un bâtiment qui est protégé autour, au-dessus, au-dessous et par lui-même. Mais sauf le système d'évacuation des eaux usées. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez fascinant quand on y réfléchit. Vous voyez comme il est élégant, Guillaume Roquette. Il dit, pour dire les toilettes, il dit évacuation des eaux usées. Non, mais je crois que ça vaut 13 milliards de dollars, un engin comme celui-là. Et en fait, d'après ce que j'ai lu, ils auraient besoin pour faire des opérations de maintenance, de revenir à terre, parce que ça peut pas être fait en mer, ça peut pas être réparé sur place. Enfin, ça peut pas être réparé en pleine mer. Chacun connaît le problème. Trouver un plombier à Paris.
Ouais. Ah, c'est le côté, voilà. Donc, en Crète, là, sous l'eau. Et à Gibraltar, c'est pas évident non plus, apparemment. Regardez les images en direct. Dans quelques instants, on en saura peut-être davantage puisque nous sommes en direct à Washington. C'est là que, dans quelques heures, le président Trump va tenir son discours et c'est là que déjà peut-être la décision est prise puisque ceux qui étaient à la réunion sortent. Certains parlent, un parle en particulier, Schumer, en disant ce soir, c'est grave, il va falloir convaincre le peuple américain. Regardons la carte de tout ce qui est déployé à l'heure où nous parlons en termes de Tomahawk, en termes d'avions, les F-15, les F-18, les F-22 dont on vient de parler, les F-35, les 2 porte-avions. Cette carte-là, elle est illisible et c'est très bien comme ça parce qu'on voit que on peut pas c'est le défi aux graphistes, on peut pas tout mettre sur une carte. Hein. C'est un déploiement énorme, Isaac. C'est aussi la représentation de la force militaire américaine pour d'abord, selon Trump, dissuader ce que je pense il aurait aimé avoir un deal, je ne sais pas, mais en tout cas un accord de paix. Vous parlez déjà au passé. Pour moi, c'est passé. Il l'a tenté parce que peut-être les militaires lui ont dit on peut pas faire, on a besoin de plus de temps, plus de réflexion. Il a consulté Benjamin Netanyahou, il a consulté plusieurs représentants du peuple américain, et ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas habituel pour Trump. Sa décision, il l'avait, mais il voulait se donner une crédibilité pour justement mieux attaquer, et ça a permis aussi aux militaires de mieux s'organiser. Oui, c'est énorme. Ça reflète bien la superpuissance américaine et je pense que c'est insuffisant. Pourquoi ? C'est insuffisant. Il n'y en a pas assez pour amener l'Iran à récipiscence. Alors moi, je le souhaite. Très franchement, si la Navy réussit à frapper à gauche, à droite, que le régime s'effondre, que l'Iran devient une démocratie jeffersonienne, moi je suis pour, hein. On est tous pour, je pense, sur le plateau. Mais quelque chose me dit que les Américains vont frapper, les Iraniens vont encaisser, et puis il y a un moment où les Américains continueront à frapper, et les Iraniens diront c'est bon, tu fais ça jusqu'à quand là ? Quel est le grand risque du traumatisme ? Regardez les images d'histoire parce qu'elles comptent énormément. Il y a évidemment un vertige ce soir. C'est comme s'ils étaient au bord d'une falaise et ils se disent peut-être qu'on peut y tomber. Mogadiscio dans les années 90, cette scène. Dites un mot de cette scène qu'on comprenne bien. Alors on a volontairement masqué le cadavre qui est tiré dans la rue. Cette image-là, ces images-là, elles ont traumatisé au-delà de tout les Américains. Oui, c'est en octobre 1993, c'est une opération américaine. Alors plus précisément, c'était dans l'intérieur de l'opération, c'était une opération visant à essayer d'éliminer un chef de guerre, le général Haïdid. Et c'est ce jour-là, l'opération a un peu mal tourné. Très mal tourné. Très mal tourné, bien sûr. Vous avez vu, je crois, de mémoire, 18 soldats américains qui ont été tués. Et en plus, et accessoirement, oui, parce que c'était d'une violence absolument terrible. Il y a des centaines de civils qui ont été tués par les Américains. On l'oublie un petit peu dans cette affaire. D'où un petit peu là aussi la colère des gens qui sont en train de traîner des corps. Au passage, je souligne l'héroïsme des gens là, des soldats américains qui ont été tués. Ce sont deux gars des forces spéciales qui ont accepté de descendre pour aller, ils étaient en hélicoptère, de descendre pour aller protéger un autre hélicoptère qui avait été abattu avec l'équipage qui était à bord. On dit ok, nous on descend, on va les protéger jusqu'à l'arrivée des secours. Bon, les renforts sont jamais arrivés et tout le monde est mort. Et donc c'est voilà. Si demain ça avait lieu dans Téhéran, si demain un commando de forces spéciales se fait prendre et se fait traîner dans la rue comme ça par les passes d'Aran, ce serait évidemment. Je termine. Je veux dire, c'est que après des images comme ça, parce qu'il y a non seulement il y a les faits, puis il y a les images aussi. Ça amplifie encore le choc. Bill Clinton à ce moment-là avait dit ok, c'est bon, on arrête et on plie et puis on voilà. Oui. C'était plus jamais de Mossoul en gros. En tout cas, c'est-à-dire quelques mois plus tard, vous avez des massacres abominables au Rwanda. Les Américains disent surtout, nous n'intervenons pas. Ça, c'est le spectre. Expliquez-nous bien. De la même façon qu'il y a eu l'Afghanistan, le Vietnam, etc., là, pour eux, ces images-là, qui sont insoutenables, le citoyen soldat américain ne doit pas mourir, il doit être zéro mort. Zéro mort, c'est justement là où on commence à parler beaucoup, notamment en Bosnie, parce qu'on a Rwanda et puis on a la Bosnie, on parle beaucoup de cette guerre à zéro mort, où on va juste, les Américains vont frapper, et ça va être les autres, en fait, qui vont être boots on the ground, qui vont envoyer leur armée de terre, parce que, justement, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme pour l'opinion publique qui est quand même très proche de leur armée et puis pour les militaires eux-mêmes. Oui, j'ai pas tout à fait la même lecture du zéro mort. Le zéro mort, au départ, c'est un critère de chaîne santé. C'est-à-dire qu'un gars, quand il est blessé, il arrête de mourir. On arrête l'évolution fatale et on l'évacue à temps. C'est ça, zéro mort.
Et les Américains, en Afghanistan, ont perdu 2500 hommes à peu près, ce qui était beaucoup, mais et Trump s'est retiré de l'Afghanistan, enfin il a négocié avec les talibans, et il a laissé le bordel à Biden à gérer, mais c'est pas parce qu'ils avaient eu des morts, c'est parce que c'était la plus longue guerre de leur histoire, et que les gars en avaient marre, et ils voyaient pas où ça les amenait. Donc c'était l'enlisement afghan. La grande terreur, c'est l'enlisement iranien. C'est peut-être là justement qu'il y a une grosse hésitation, parce qu'au-delà du nombre de morts, effectivement, vous citiez l'Afghanistan, il y a aussi l'Irak, c'est qu'au final, pour quel résultat? En Afghanistan, les Américains, ils sont restés 20 ans sur le terrain, ils sont venus pour chasser les talibans, et puis au final, ils ont négocié avec des talibans, et ils ont permis leur retour en place, et la population en Afghan n'est pas dans de meilleures conditions, malheureusement, aujourd'hui. Regardez cette image, elle a marqué évidemment, elle ouvre le 21e siècle, la grande terreur pour les Américains d'une aventure comme ce qui s'est passé en Irak, ça c'est le déclenchement de la guerre d'Irak, j'imagine sur des souvenirs pour beaucoup d'entre nous, de celles et ceux qui nous regardent aussi, ceux qui sont en âge de se souvenir de ça, invasion de l'Irak sur la base d'un mensonge, et puis ce qui a ressemblé à des centaines de milliers de morts, 1 million de morts peut-être qui sont causés. C'est difficile de dire. 1 million de morts. C'est probablement exagéré, mais voilà. En tout cas, il y a 4000 soldats américains qui sont morts. L'armée américaine a fini par gagner la guerre en 2008. Saddam a été pendu. Non, mais je parle même pas de 2003. Non, mais je parle de ce qui se passe après, parce que 90% des morts américains, c'était après la chute de la prise de Bagdad, en 2003. Quel est le risque en 2008? Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que ce souvenir-là prévient contre ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une comparaison? Il y a ceux qui vous disent ça n'a rien à voir, arrêtez de dire qu'il y a un risque de ce tordant-là, et ceux qui disent oui, quand même, ça fait douter de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a deux différences quand même, me semble-t-il. La première, c'est que en Iran, il y a un allié, Israël, qui est extrêmement bien préparé, très bien renseigné sur ce qui se passe sur place, qui est extrêmement offensif dans sa volonté d'en finir avec le régime des mollahs. Donc il peut y avoir une sorte de coopération, ce qui n'était pas possible en Irak. Et puis la seconde différence, me semble-t-il, c'est que il y a en Iran une opposition qui certes n'est pas organisée, mais qui est extraordinairement courageuse. On l'a encore vu avec la rentrée universitaire c'était la semaine dernière, et des étudiants qui manifestaient à nouveau. Donc il y a peut-être un relais possible à l'intérieur même du pays. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas armé? Voilà, effectivement, il est pas. Oui, mais s'il y a les Israéliens plus l'opposition iranienne, alors c'est toute la question. Évidemment, il n'y a pas de réponse assurée. C'est sans doute pour ça que Trump hésite, mais il me semble que ça fait deux différences avec la situation. Michel Polaco, interrogeons le sage Michel Polaco. Quel est le risque d'aventure? C'est quand il y a le plus âgé de la tablée, on dit questionnons notre doyen. Que dit le doyen Polaco? Quel est le risque de l'aventure? Il a quel âge, Polaco? Moi, je pense que d'abord, la guerre zéro mort, c'est zéro mort chez soi. C'est pas zéro mort chez les autres. Zéro mort chez les autres, ça n'existe pas. Et on ne peut pas faire la guerre, malheureusement, sans tuer des gens, des militaires, et souvent, évidemment, hélas, des civils. Deuxièmement, les exemples qu'on a, je prends la guerre du Golfe de 91, parce que pour moi, c'est quand même un modèle de guerre moderne. C'est une guerre qui a duré pendant 1 mois et demi à peu près, pendant laquelle des frappes nombreuses ont détruit tout ce qui pouvait avoir une valeur offensive ou défensive chez les Irakiens. Et ensuite, la campagne terrestre, elle a duré moins d'1 semaine. Faut pas l'oublier. Or, il est tout à fait envisageable que les Américains décident de faire une campagne de destruction de tout ce qui est moyen offensif, voire défensif des Iraniens. Et ensuite, attendez un peu, vous les verrez peut-être arriver, les troupes au sol. C'est pas du tout dit qu'il y aura pas de troupes au sol. Juste un point, je rappelle quand même que l'Afghanistan, au départ, ça commence avec des Américains qui refusent de s'engager au sol. Le plan américain, c'est de dire, voilà, les talibans, on va les chasser avec les seigneurs du Nord, de l'Alliance du Nord, c'est eux qui vont faire le boulot, et nous, on va les appuyer avec des moyens aériens, parce qu'il y a une peur bleue, à ce moment-là, d'engager des forces au sol. Et puis finalement, ça marche pas, parce que les talibans peuvent s'enfuir, enfin les chefs peuvent s'enfuir, Al-Qaïda peuvent s'enfuir, donc il n'y a pas d'opération décisive. Peut-être qu'à ce moment-là, oui, s'ils avaient engagé tout de suite, d'emblée, massivement, tout ce qu'ils avaient comme troupes de Marines et de parachutistes disponibles, peut-être qu'ils auraient pu choper Al-Qaïda, Ben Laden à ce moment-là, et détruire Al-Qaïda et avoir un effet décisif. Ça n'a pas été le cas. Donc je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... En la matière, il n'y a pas
de règle. Ce que certains, c'est que si on veut des résultats importants, il faut qu'il y ait des gens armés sur place. Alors c'est soit on les amène, c'est soit des gens locaux. Et après, il faut gérer aussi la suite des opérations. Donc on peut pas tirer d'enseignement, je veux dire. Ouais, il vient de poster un truc intéressant sur Truth, où il dit une vidéo d'un éditorialiste qui dit: nous ne laisserons pas ce régime iranien et ce problème en héritage à nos enfants. Nous devons nous en occuper maintenant. Il n'y aura pas de deal. Nous devons réparer nos erreurs du passé. Nous n'aurions pas dû laisser ce régime menacer le monde depuis 79. Et qu'on comprenne bien, donc c'est un retweet d'un éditorialiste américain disant ça. Exactement. Vous pouvez nous répéter la phrase ? Nous ne laisserons pas ce régime iranien et ce problème en héritage à nos enfants. Nous devons nous en occuper maintenant. Il n'y aura pas de deal. Nous devons réparer nos erreurs du passé. Nous n'aurions pas dû laisser ce régime menacer le monde depuis 79. Alors ça, c'est un élément très important, parce que souvent, il retweet avant de parler lui-même. C'est l'éditorialiste Mark Levin sur Fox. Donc c'est sa maison un peu, c'est ses copains, si j'ose dire. Enfin, vos copains. Il a aussi discuté, donc du coup, avec des journalistes ce midi, et notamment des journalistes de Fox News, rapporté que Donald Trump leur a dit: les négociations de jeudi sont importantes. Donc on peut aussi entendre les deux versants. Mais là, quelques heures de State of the Union, quand même, et avec ce que Schumer a dit il y a quelques minutes, il a lieu de penser qu'il y aura sans doute des annonces fracassantes. Et fracassantes, il a prévu de parler 2 heures. Ça va pas fracasser beaucoup. Bon, vous connaissez la phrase. Général, on va plus être attentif à ce qu'il dit sur l'Iran. Général, on va plus être attentif à ce qu'il dit sur l'Iran que ce qu'il dit sur, je sais pas quoi, les pommeaux de douche. Il est intéressé par les pommeaux de douche. Mais pour nous, c'est un peu secondaire, disons. Il va aussi parler des États-Unis, de la situation économique. Et il va peut-être parler du Mexique aussi, il va peut-être parler Cuba, peut-être. Cuba. Est-ce que c'est un autre Trump ? Est-ce qu'on est dans un Trump de guerre ce soir, qui va parler dans quelques instants, qui, contrairement à ce qu'il a été jusqu'à présent, disant le moins possible d'intervention, peut au contraire être interventionniste ? Regardez cette déclaration d'il y a quelques heures qui montre qu'il est comme dans un autre moment, quand il dit « Combien me reste-t-il de temps ?» Écoutez. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Beaucoup de gens veulent me tirer dessus. Voilà, la gravité, alors il fait allusion évidemment à l'intrusion d'un homme armé à Mar-a-Lago, mais il a beaucoup dit que les Iraniens essaieraient de le tuer. C'est un moment dans la carrière de Trump qui est très important. S'il décide de la guerre, c'est quelque chose. C'est encore une fois presque l'un des derniers ou l'un des combats les plus importants de Trump. Il n'avait pas pu le mettre à exécution durant son premier mandat. Il a eu le temps, longtemps pendant le mandat de Biden, d'y réfléchir. Et là, il veut complètement arriver à terme. Et oui, des menaces, on les a vues aux États-Unis. Il y a peut-être eu des ingérences. On ne sait pas ces différentes tentatives d'assassinat. Pour qui, pourquoi, c'est flou. Mais clairement, on sait que il a des ennemis et certains ennemis sont sur le sol américain. Juste pour rappel, pendant la dernière élection, même Biden avait dit aux Iraniens vos tentatives éventuelles de menaces sur la vie de Donald Trump se considérait comme un acte de guerre si vous essayez de les mettre à exécution. Il y a même beaucoup d'inquiétudes. On parle beaucoup de comment ils pourraient frapper les navires, mais d'attentats aux États-Unis par des proxys iraniens si des frappes existent. Donc c'est une menace permanente, que ça soit sur la vie de Trump ou plus généralement aux États-Unis, depuis longtemps. Donc effectivement, c'est pas aussi surprenant que ça. Le moment de la carrière de Trump, si c'est un autre Trump, est-ce que vous y croyez ? Les présidents, parfois, il y a des présidents qui ne mènent pas des guerres au début et puis qui se résolvent à la guerre. Roosevelt est l'exemple historiquement le plus important, qui a résisté beaucoup à l'idée d'entrer en guerre et qui a fini par entrer en guerre. Oui, moi je ne sais pas si Trump peut changer comme ça du tout au tout. En revanche, ce qui est certain, c'est que son état d'esprit doit être passablement agacé. Parce que d'abord, il y a le sentiment que les Iraniens le baladent en disant qu'ils veulent bien négocier tout en lâchant rien. Je le disais tout à l'heure, il y a parallèlement le même comportement des Russes. Et puis, il y a en politique intérieure cette gigantesque gifle qu'a été l'annulation par la Cour suprême des mesures très importantes qu'avait pris Donald Trump pour augmenter les droits de douane. Donc, pour un président qui est supposé être le grand patron, qui est un homme qui n'est pas trop du genre à se laisser dominer, je pense qu'il y a peut-être un état d'esprit, une forme d'énervement qui peut l'inciter à agir et peut-être à être imprudent. Et puis un certain ton, imprudent ou prudent, ceux qui pensent qu'il ne faut pas léguer le régime des Mollahs aux générations d'après. Audacieux, on va dire. Audacieux. Le ton qui a changé dès le début de cette année, rappelez-vous la carte de vœux, vous citiez Rocky III,
Il y a aussi Gladiator. Oui. Non, mais il n'y a pas que Rocky 3 dans la vie. Ah ben non, il y a plusieurs autres Rocky aussi. Voilà, ça va jusqu'à quel numéro 5. Il y a 5 Non, après il y a des variantes. Après, il y a Creed. Il y a Creed, il y a toute une... On va faire tout une un soirée, univers. on va faire une nuit spéciale des Rocky, Rocky. si vous voulez. Regardez, Gladiator, quand il a ouvert l'année 2026 sur le thème de la vengeance, en disant, là, ça va être l'année de la vengeance. C'est pas indifférent par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre. Oui, ce qu'on voit quand même, c'est que l'année dernière, il avait aussi cet esprit guerrier, mais c'était plutôt une militarisation de la politique. On se souvient, en septembre, il a changé le ministère de la Défense au ministère de la Guerre. Il avait réuni aussi tous les hauts gradés américains à Quantico. C'est quand même quelque chose qui était assez particulier. Puis il avait tenu plutôt un discours politique en parlant d'ennemis de l'intérieur. Et effectivement, avec le déploiement notamment de la garde nationale, mais on voit qu'effectivement, depuis cette année, c'est plus porté à l'extérieur. Alors, c'est pas forcément du va-t-en-guerre, mais en tout cas, ça reste on tape du poing sur la table, on essaye de montrer les muscles et d'obtenir des choses par la force. Et on continue notre émission spéciale. Je pose la question, pardon, c'est Robert de Cogolin qui nous écrit, et c'est tout à fait lié avec ce qu'on vient de voir. Que se passerait-il si Trump disparaissait subitement ? C'est J.D. Vance qui prendrait la Ça dépend de pourquoi. Si un assassinat, ça risque d'être quelque chose de très grave. Mais techniquement, c'est J.D. Vance qui devient président. Si on parle de comment on le remplace, mais s'il est tué par les Iraniens ou s'il a une crise cardiaque, c'est pas la même chose en termes de réaction aussi de l'administration. Ou s'il y a un impeachment qu'il est viré. Ça, c'est autre chose. Non, mais disparaissait subitement. Je pense que disparaître subitement, ça veut pas dire qu'il est en prison. Aller dans l'autre monde. Je pense qu'on peut pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'il faut pas envisager le départ d'un président en action, à moins que ce soit aussi grave que ça. Non, Trump, pour moi, il a quand même des choses à finir, il a le job à faire. Il l'a annoncé dès le début de son mandat. J'espère qu'il est bien soigné par ses médecins pour qu'il tienne, parce qu'il a quand même presque 80 ans, donc c'est pas tout jeune non plus. Et puis que des ingérences ou qu'il y ait des incidents ou des menaces pour lui, malheureusement, elles sont là, elles sont réelles, elles sont concrètes, et il faut absolument protéger le président de la première puissance mondiale. Il y a une inquiétude ce soir dans ce qui va se passer. Nous avons commandé un sondage IFOP sur le thème qui vous inquiète le plus. Regardez. C'est quand même très frappant de voir que, un peu comme vous, qui avez peur d'aller préférer, vous faisiez la comparaison qui paraît un peu étrange avec la Russie ou même la Corée du Nord. Il y a une partie des Français qui est pas loin de penser comme vous, visiblement. Qui vous inquiète le plus? Poutine, alors vient en tête, 80. Trump n'est pas très loin, 79%. Kim Jong-un, 69%. Xi Jinping, 63%. Et assez curieusement, on voit que Ali Khamenei, malgré tout le sang qu'il a sur les mains, il arrive un peu après. Moi, je trouve ça pas étonnant. Pourquoi ? Parce que même si on peut se poser la question de pourquoi, aujourd'hui, si on écoute la stratégie de sécurité nationale ou si on écoute J.D. Vance ou d'autres membres de l'administration, c'est l'Europe qui est visée. Khamenei est une menace pour le monde entier, certes, mais c'est pas quelque chose qu'on ressent chez nous, qui nous fait poser des questions existentielles sur notre propre démocratie, sur notre propre relation à nos alliés traditionnels. Non mais pardon, là plus actuel, c'est les gens visiblement, il y a une part des gens qui ont l'air inquiets de l'idée qui frappe en Iran, quoi. Parce que Trump incarne, pour moi, cette bataille qu'il a contre les politiques européenne et pas contre le peuple. Il a dit plusieurs fois, j'aime beaucoup la France, j'adore la France, et il aime tout ce qui est français. Mais soyez plus direct, est-ce que vous êtes pour une intervention en Iran, vous ? Bien sûr. Oui, vous êtes pour. Et vous, Michel Goya ? Oui. Oui. Fondamentalement, oui, mais pas comme ça. En fait, c'est ça. Mais... Claire Cambier, on va développer après, mais juste... Clairement, c'est pas mon rôle, normalement, non, journaliste, de prendre parti. Joker. Mais vraiment, non. Vous avez droit au Joker. Vous êtes la seule à avoir droit au Joker sur cette table. Général, Michel Yakovlev. C'est oui ou non, Non, dans l'état actuel des choses. Il n'y a pas de solution militaire. Maintenant, si je me suis trompé, j'en serais très heureux. Voilà. Mais... pour l'instant, je crois qu'il s'embarque dans un truc. On va en reparler pendant des mois. Voilà ma crainte. C'est un peu l'opération militaire spéciale de Poutine. Ça dure 3 jours et 4 ans après, on y est encore. Moi, oui, à condition que ça réussisse. Et c'est ça le problème. Ouais. Bon, oui, comme on ne sait pas, moi je pense que c'est trop dangereux. Regardez, Sonia Dridi est en direct. Dans quelques instants, nous poursuivons notre émission spéciale, évidemment, dans les heures
très lourde de sens que nous traversons. Je ne sais pas si on voit de Sonia Dridi qui est déjà à la Maison-Blanche. Merci Sonia Dridi. On vous retrouve dans quelques secondes puisque on va voir ce qui ressort de la réunion. Et puis à 2h30, Trump parlera et selon certaines sources, il pourrait annoncer la guerre contre la République islamique d'Iran. On se retrouve dans un très court instant. À tout de suite. C'est la suite de notre émission spéciale en direct sur LCI. Quelques instants avant le discours sur l'état de l'Union du président Trump, ce sera 2h30 du matin. Mais déjà, regardez, nous sommes en direct à Washington, au Capitole. Sonia Dridi sera avec nous dans quelques instants. Et je vous rappelle cette principale information de la soirée. Schumer, le chef de la minorité démocrate, qui est sorti de la réunion décisive en disant c'est grave, je cite, c'est grave, il va falloir convaincre le peuple américain. On saura dans les minutes, dizaines de minutes qui viennent, puisque peut-être que les choses vont filtrer déjà du discours, de ces annonces, ce qui se dira. Mais d'abord, Sonia Dridi, au point où nous en sommes, on a quand même beaucoup d'éléments sur le fait que là, on va apprendre le profil d'une possible intervention. Il faut parler évidemment au conditionnel. Oui, Donald Trump, selon des sources proches de la Maison-Blanche, va en tout cas donner un peu plus d'indices sur ses plans pour l'Iran. Alors, on a vu en effet qu'un peu plus tôt, le sénateur Chuck Schumer, démocrate, en répondant à une question sur une éventuelle frappe en Iran, a dit que là, il fallait que Donald Trump présente ses options en parle aux Américains. Et cette réunion donc qui a eu lieu entre le gang des 8 et le secrétaire d'État Marco Rubio, mais aussi le directeur de la CIA, il a été notamment question de l'Iran, pas que, mais on imagine beaucoup de la question de l'Iran. Alors, une source proche du Pentagone me disait il y a quelques minutes qu'a priori il n'y aura pas d'hostilités qui seront lancées dès ce soir, mais sans forcément annoncer une intervention en Iran. On sait que l'administration est bien consciente qu'une grande partie de l'électorat de Donald Trump espère entendre ce soir plus de détails sur l'économie, sur ses plans en ce qui concerne l'économie. Eh bien, Donald Trump va en tout cas préparer l'opinion publique à une éventuelle action en Iran. Voilà, préparer l'opinion publique à une éventuelle action en Iran, évidemment, c'est ce qu'on attend ou non, mais la déclaration de Schumer ce soir donne le ton. Il faut rappeler qui il est. Dites un mot de qui est Schumer, qu'on comprenne bien l'enjeu de ce qu'on va entendre maintenant. Alors, c'est le chef de l'opposition dans le Sénat. C'est aussi un des sénateurs avec une des plus longues carrières. Donc, c'est quelqu'un de très connu, qui est très impliqué dans la politique étrangère depuis très longtemps. Donc, il était à la réunion décisive et l'homme qu'on entend là, qu'on va entendre maintenant, en tout cas, c'est en partie ce que Trump a bien voulu laisser dire sur ce qui va être dit là dans quelques instants. Écoutez. Écoutez, c'est sérieux. L'administration doit convaincre le peuple américain. Voilà, et les choses vont vraiment très vite ce soir puisque vous dites qu'il y a d'autres fuites. D'autres fuites, notamment de Mark Warner, qui est un sénateur qui était donc aussi à cette réunion, qui parle à peu près dans le même langage. Il dit « C'est un temps extraordinaire et très sérieux. Il incombe au président de faire le cas pour quels sont les objectifs de notre pays et aussi comment on va protéger les intérêts américains dans la région. » Arrêtons-nous là-dessus, c'est très important. Je répète vos mots, je pense qu'il incombe au président de présenter les objectifs de notre pays, nos intérêts. Il ajoute, peut-être l'entendrons-nous ce soir dans le discours sur l'état de l'Union. Voilà. Je pense que, et on parle quand même à la fois de gens qui sont très très sérieux et dans l'opposition, et je pense qu'il faut souligner, on parle de 2 sénateurs qui sont démocrates, qui sont donc pas du tout alliés à l'administration, mais qui parlent du fait que à la fois on est dans une situation très grave, on n'entend pas de critiques, on dit juste qu'il faut présenter et que c'est au peuple américain de l'entendre. Bon, disons les choses, ce ton de gravité, alors peut-être qu'il n'annoncera pas, mais ce ton de gravité, surtout quand on dit c'est grave, c'est sérieux, il va falloir convaincre, ça veut dire que c'est pas le statu quo, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose d'important. Oui, c'est vrai, même si les propos sont sibyllins, alors c'est peut-être pour une forme de loyauté vis-à-vis du président des États-Unis, pour le laisser faire ses propres annonces. En tout cas, il y a rien de précis. Et par ailleurs, il n'y a aucune hostilité, Elisabeth le disait à l'instant, de la part des démocrates, alors même que sur un certain nombre de dossiers internationaux, je pense par exemple au Groenland, ils étaient extrêmement opposés à la politique belliqueuse de Trump
Là, pour le coup, il y a un autre état d'esprit. Le même Mark Warner qui dit, si ça n'est pas le cas, donc s'il n'annonce pas des choses importantes dans le discours, nous devrons l'entendre très 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 bientôt. Parce que si on s'en tient à ce que dit Donald Trump ces derniers jours, depuis maintenant une semaine, c'est qu'il attend la proposition des Iraniens, qui doit donc venir avant jeudi ou plus tard jeudi pour les négociations annoncées à Genève, et que si elles ne respectent pas les conditions demandées par Donald Trump, eh bien dans ce cas-là, il faudra réagir. Donc on peut aussi s'attendre à ce que dans ce discours qui est attendu d'ici maintenant 3 heures environ, eh bien Donald Trump prévienne sa population qu'il ne rigole pas et qu'il ira si jamais les conditions ne sont pas sur la table. Ce qu'il faut dire quand même, je pense qu'on est vraiment dans une situation sérieuse. À partir de ce moment-là, c'est Claire qui disait tout à l'heure, il n'a pas fait ça pour Venezuela. Tous ces gangs de 8 se sont plaints justement qu'il les avait pas informés. Là, il fait les choses dans les règles, ce qui veut dire probablement quelque chose de beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dans la durée. Et donc c'est aussi une prise de conscience que ça peut... Et pour dire les mots, ça peut être la différence entre une opération, ce qu'il a fait au Venezuela, et une guerre. Parce que si on veut entrer en guerre, il faut évidemment que le Sénat suive, il faut que la Chambre suive, il faut, à l'idéal même, que les deux partis démocrates et républicains fassent bloc. Oui, mais à cette différence, au mois de juin, l'opération de juin, autant que je sache, il n'avait pas averti. Il a averti après, il n'en a pas après. Vraiment une guerre. Oui, non, mais c'était un coup, un bombardement. Voilà, un coup, si on peut appeler ça comme ça. Pour le Venezuela, c'était pas présenté comme ça, c'était présenté comme une opération de police, rappelez-vous. Donc il n'y a pas besoin de demander l'autorisation du Congrès, c'est une opération de police. Il y a un mandat international, on est face à des organisations qui sont classées terroristes, donc c'était très boiteux en termes de justification. Et le Congrès n'était pas content du tout. Oui, non, mais effectivement, alors peut-être que je pense que il y a un retour à une certaine pratique, un certain respect en tout cas du Congrès, de la même façon que la Cour suprême a dit pour l'affaire des tarifs douaniers. Non, il y a des procédures. Est-ce que ça peut être populaire ? Vous disiez tout à l'heure, Général Yakovlev, vous rappeliez que pendant des années, vous aussi, Guillaume Roquette, ils ont crié mort à l'Amérique, sur tous les tons, sur toutes les places, en brûlant le drapeau américain. Et d'une certaine sorte, Trump peut dire, regardez, moi, je suis celui qui va venger ça. Oui, il joue là-dessus. Maintenant, je pense qu'il est progressivement confronté par ses chefs militaires à l'ampleur de la tâche et à l'incertitude du succès. Et Trump, il est très bon pour trouver d'autres responsables que lui. Donc là, il cherche à mouiller tout le monde pour dire après, non mais les gars, vous m'avez poussé là-dedans, alors c'est une catastrophe, mais en fait, moi j'ai fait ça. Vous voyez, il est peut-être en train de préparer hedging, comme on dit. Il est en train de préparer le plan B. Le plan B, c'est le plan A, je décide et c'est moi qui vais. Et le plan B, c'est quand ça merde. Ah non, vous m'avez poussé là. Mais il en a besoin parce que là, en l'occurrence, les sondages montrent, les derniers sondages montrent qu'il n'y a pas une énorme va-t-en-guerre, enfin côté de l'opinion publique. Je crois qu'on est à 60% contre l'idée d'une guerre avec l'Iran. Les Américains aujourd'hui, y compris chez les MAGA et peut-être surtout chez les MAGA, sont plutôt sur la ligne des promesses électorales de Trump, c'est-à-dire on va pas envoyer les boys aux quatre coins du monde pour faire des guerres. Il y a les paroles, il y a les actes. Regardez les F-22. Les F-22 décollent depuis le Royaume-Uni. L'armée américaine a commencé à déplacer ses avions de chasse F-22 furtifs depuis leur lieu de stationnement sur une base aérienne au Royaume-Uni. On voit ici ces F-22 qui décollent de ces... Ce sont quand on dit furtifs, ça veut dire furtifs à quel point ? Alors, ils sont optimisés, ils sont presque invisibles au radar porté par des avions. C'est dans une gamme d'ondes précise. Et le F-22, en gros, il a la visibilité d'une balle de golf. Ah oui. Donc l'appareil qu'on voit là, sur les radars, il n'apparaît pas. Sur les radars des avions, comme le Rafale. Mais les Chinois savent fabriquer des radars qui sont dans d'autres gammes d'ondes, et la furtivité, c'est pas toutes les gammes d'ondes. Et donc, ils ont des radars qui tiennent sur un camion et qui voient très bien cet avion. Le problème, c'est le problème, autrement dit, pour les Chinois, c'est que c'est pas encore un radar qui permet d'amener un missile sur l'avion. Voilà. Très intéressante question. Et comme dit un général américain il y a 10 ans, la furtivité est un moment dans l'histoire. C'est ça. Ils sont rattrapés à chaque fois. Oui, effectivement, il y a des progrès qui sont faits en cours, qui sont très rapides dans le domaine des radars et qui font que cet avantage sur lequel les Américains ont beaucoup misé, alors on parle des bombardiers, les F-35, les B-2, etc., enfin même leur futur bombardier, le B-21, ils ont tout misé sur la furtivité, et si d'un seul coup, ça marche plus,
parce que ça pose des tas de problèmes par ailleurs, des coûts de maintenance, ça a un prix considérable, ça réduit les performances, et donc là, oui, ce sera très très compliqué pour les Américains, parce qu'ils ont tout misé là-dessus. Ce luxe d'avions de toutes sortes, question de Laurent, regardez, et elle s'adresse à vous deux, les militaires. Pourquoi faire appel aux vieux F-22 alors qu'il y a les nouveaux F-35, demande Laurent, qui est de grands. Les Américains ont-ils vraiment confiance en l'efficacité de leur F-35 ? C'est pas le même job. Le F-22, c'est un chasseur, fondamentalement. Il est là pour flinguer des avions et pour tenir le ciel. Le F-35, c'est plutôt un bombardier, en réalité, un petit bombardier. Voilà, il est très mauvais avion de chasse, en réalité, mais voilà, c'est un petit camion à bombe qui profite de sa furtivité pour pouvoir les frapper. À bombe. Quand on voit ce qu'il peut transporter, ça fait pitié. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Il est utilisé comme petit bombardier, quoi, en réalité. Il boit du petit lait, Roquette, parce que sa maison vend du Rafale. Il trouve ça. Non, mais le Rafale, c'est un avion très polyvalent. Il est magnifique. Qui est magnifique. Mais qui est efficace. Non, mais qui est très polyvalent. Il n'est pas furtif. Il marche. Ce n'est pas le cas du F-35. C'est le général Yakovlev. En fait, ils ont divisé en deux. Il est nul. Non, c'est pas ça. Ils ont divisé. Il y a chasseur d'un côté, bombardier. Il n'est pas au point. Alors que le Rafale fait les deux. Et il sera jamais au point. Mais le rapport dont parlait le général Yakovlev du bureau de comptabilité, enfin un bureau, le Cour des comptes, pointe du droit depuis 2023, je crois, tous les problèmes d'efficacité, de modernisation. Et quand on parle de 30% à peu près qui fonctionne, c'est-à-dire qu'ils peuvent voler et faire toutes les missions en même temps. Ce qui est à peu près pourquoi on dépense autant sur quelque chose comme ça. S'il ne peut pas les faire, ça ne sert pas à grand-chose. Je rappelle que Trump avait failli annuler le programme F-35. Il avait été question à un moment. Regardez le flight radar qu'on voit, ce qui est en train de voler ou non. On voit pas les avions de chasse, on voit les transporteurs, on voit les ravitailleurs, on voit les... Donc là, évidemment, c'est des avions de ligne. Là, l'image est évidemment très parlante parce que là, les grandes lignes des grands avions de ligne contournent la République islamique. Alors, il y en a qui volent. Il y a quelque chose qui vole. Alors, est-ce que c'est des petites lignes intérieures avions régionales. Alors, si on peut même, parce que là, c'est le flight radar en direct, on peut pointer sur ces avions pour voir de quelle compagnie il s'agit. Je sais pas si on peut essayer. À mon avis, il y a des compagnies. Hanoï, Istanbul. Alors, il y a un vol. C'est parce que Hanoï, Istanbul, de Turkish Airlines. Alors, je sais pas qui se risque à voler la Turkish Airlines. Mais attendez, la Turkish Airlines, d'abord, c'est une compagnie très intéressante parce qu'elle est habituée à voler. C'est les premiers qui a arrivé à Mogadiscio, par exemple. C'est une compagnie qui a du courage. Et ensuite, ils ont des accords avec les Iraniens. Donc, pour l'instant, tant que les Américains leur auront pas dit dégagez de l'espace parce que ça va flinguer de tous les côtés, les gars, ils prennent la voie la plus courte. Et il y aura sans doute une compagnie vietnamienne et une compagnie chinoise et ainsi de suite qui traversent le ciel iranien. Alors maintenant, Air France, non. American Airlines. On se rappelez-vous le vol Air France où on avait vu de l'intérieur de la cabine les missiles qui... l'été dernier. C'est pas très agréable quand on mange ses cacahuètes d'avoir un missile qui passe à côté du hublot, disons. Non, je pense que là l'apéro arrive très vite quand on voit ça, on est assez inquiet. Mais justement, il y a beaucoup de préparation. On a entendu à la fois en Israël, à Ben Gurion, même à Beyrouth, l'inquiétude sur l'espace aérien est bien réelle. On se souvient quand même de cet été. Et donc, je pense par contre que quand ça va commencer, même le Turkish Airlines n'aurait pas le cran de traverser l'Iran avec les bombes américaines. Là, regardez les bases américaines en Arabie Saoudite, où on voit que ce sont des images satellites chinoises, chacun y va de son espionnage, qui montrent le renversement de l'effectif militaire américain sur la base Prince Sultan en Arabie Saoudite, base très importante, Prince Sultan. 6 avions de surveillance aérienne avancés, les AWACS, 16 avions ravitailleurs, les KC-135. Dites un mot des AWACS, on n'a pas encore insisté là-dessus, là. Ce sont les yeux et les oreilles en grande partie de l'armée américaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est une base de soutien. On appelle ça de soutien ou d'appui, si vous voulez. Il n'y a pas d'appareil de combat. Mais sans ces appareils, il n'y a aucune campagne aérienne qui peut se dérouler, que ce soit les ravitailleurs ou que ce soit les radars volants. Donc c'est avec toute la gestion, une grande partie de la gestion de tout ce qui vole se fait par ces radars. Alors comme ils sont évidemment en l'air, ils peuvent voir beaucoup mieux les choses que des radars qui sont au sol et qui sont limités par l'horizon. Et donc ils reçoivent l'information de l'AWACS et toute la gestion de l'espace aérien. L'AWACS, il voit à 400 km à peu près, et il fait un... 400 km? Oui. Ah oui. Et il voit très bien. Et les Français, on en a acheté aux Américains, c'est un très bel avion. D'ailleurs, je suis très impressionné, ça veut dire que dans un rayon de 400 km, l'AWACS voit tout ce qui est dans le ciel. Oui. Et il peut suivre des traces au sol aussi, etc. Bon,
Alors, bon, il faut faire des réglages, mais pour faire voler les avions furtifs, l'AWACS, c'est les yeux de l'avion furtif. Et l'avion furtif, à partir du moment où il allume son radar pour flinguer quelqu'un, il a arrêté d'être furtif. C'est ça. Donc, il faut que ça se passe assez vite, en fait. Et pourquoi il doit allumer son radar ? S'il veut tirer, lui, il faut qu'il acquiert la cible. C'est ça. Pour voir sa cible, tout simplement. Et donc, c'est encore plus consubstantiel. Nous, les Français, on a choisi autre chose. C'est la guerre électronique du Rafale qui le protège en grande partie. C'est un autre système. Et on a acheté des avions radars suédois maintenant pour remplacer les Américains. L'accumulation, si on fait le compte, F-15, F-18, F-22, F-35, les destroyers, les sous-marins et surtout les 2 porte-avions principaux, c'est-à-dire d'un côté le Ford en Méditerranée et le Lincoln dans la mer d'Arabie, là on a vraiment un dispositif qui est quoi ? Quelle proportion de l'armée américaine, en tout cas active, on ne parle pas de ce qui est en maintenance ou je ne sais quoi. On parle d'un tiers de l'US Navy et en termes pour l'US Air Force, ça doit être pas loin quand même aussi. En revanche, il faut parler des absents, encore une fois. Il n'y a aucune force terrestre. Donc ça, c'est une grosse lacune, ne serait-ce que pour faire peser une menace, en tout cas. Et donc tout se fera par les airs, ce qui est à la fois puissant et insuffisant. En gros, les moyens, c'est à la fois un bouclier et un marteau, quoi. Le bouclier, c'est tous les intercepteurs antimissiles, les SM-3, les SM-6, les Patriotes, les THAAD, etc., qui sont de la région, qui sont là pour protéger des attaques iraniennes, des attaques balistiques iraniennes. Et puis le marteau, c'est toute cette force de frappe aérienne, plus les centaines de missiles Tomahawk qui sont dans les sous-marins en particulier, ou dans les destroyers. Et donc là, ça c'est le marteau. Voilà, le problème des marteaux, c'est que vous gérez des clous, quoi, c'est tout, quoi. Nous sommes toujours en direct et je rappelle ce qui va se passer là à 2h30 du matin à peu près. Ce sera le discours du président Trump. Nous le suivons ici, émission spéciale en direct. Vous êtes tous appelés à rester, évidemment. Faites-vous plaisir, surtout ne partez pas. Et on va se rendre avec vous, Sonia Dridi, à Washington. Expliquez-nous cette circonstance particulière, comme tout le monde est rassemblé à un lieu où s'il y avait une attaque terroriste ou autre, il y a un homme qui est là pour assurer la survie de l'État américain ailleurs. Une série Netflix. Ouais. Oui, on l'appelle le survivant désigné. C'est un membre du cabinet présidentiel qui est désigné pour assurer la continuité du gouvernement en cas de catastrophe, puisque on le sait, lors de ce discours de l'État de l'Union du président américain, il y a également présent le vice-président et puis tous les élus côté républicain, élus et sénateurs. Côté démocrate, il y a également un survivant désigné. C'est un élu de Californie, Mike Thompson, et puis beaucoup ont décidé de boycotter le discours. Donc il y aura plusieurs personnes côté des démocrates qui ne seront pas à l'intérieur du Congrès pour ce discours. Donc il y a plusieurs élus. Si ça tourne mal, il y a plusieurs. L'État américain demeurera. Il y aura beaucoup de survivants démocrates. Vous savez, c'est une pratique qui est dérivée Côté de pratique anglaise. Il y en aura. Pratique anglaise où lorsque le roi, la reine vient au Parlement, s'adresse au Parlement, il y a un parlementaire qui est pris en otage. En réalité, alors c'est plutôt un signe de l'époque des tensions qu'il pouvait y avoir entre le Parlement et qui est pris en otage, qui est au château de Windsor et qui a droit à un cigare et une cup of tea en regardant le discours de la reine. En France, l'usage est que le Premier ministre et le président de la République ne voyagent jamais dans le même avion. Si un des deux avions s'écrase, il faut quand même que l'État garde une de ces deux têtes dans le pire des événements. Oui, et de la même façon, en France, jusqu'à il y a peu de temps, le président de la République ne s'exprimait extrêmement rarement devant la représentation nationale. Il n'y a pas chez nous. Il faut réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour que le président de la République s'exprime devant elle. Oui, parce que c'est le chef de l'exécutif chez nous, c'est le Premier ministre, alors qu'aux États-Unis, c'est le président. Et je me rappelle le film Mars Attacks, chacun ses références. Vous, c'est Rocky 3. Non, Mars Attacks, c'est pas possible. C'est bien Mars Attacks. C'est pas mal du tout. Et dans Mars Attacks, vous avez le moment où les Martiens attaquent. Et puis effectivement, toute l'administration d'État américaine est là et ils peuvent tuer tout le monde d'un seul coup. C'est quand même très mauvais. C'est quand même le rendez-vous. Enfin, habituellement, c'est le rendez-vous. Vous avez les justices de la Cour suprême, donc les juges de la Cour suprême, plus tout le Congrès et beaucoup d'invités, dont certaines des victimes d'Epstein cette année. Donc c'est quand même le rendez-vous entre le peuple, les élus et le président chaque année. Donc effectivement, dans des visions hollywoodiennes de ce qui pourrait arriver de pire, c'était idéal comme rendez-vous.
Voilà, puis c'est son premier, enfin de son nouveau mandat. Quoi. Oui, c'est le premier de son nouveau mandat, alors qu'il va être boycotté par pas mal de monde, et où il y aura les juges de la Cour suprême qu'il a insultés, et quelqu'un lui a demandé est-ce qu'ils sont invités, il a commencé à dire encore des grossièretés. Donc bon. Nous poursuivons ensemble cette nuit très spéciale. Ce sera donc à 2h30 du matin le discours du président des États-Unis devant le Congrès américain. Et puis tout de suite, ces images très impressionnantes. Reportage de Gwendoline Debono. 4 ans d'Ukraine, évidemment, 4 ans de l'invasion de l'Ukraine. Elle a suivi ça sans discontinuer. Et regardez ces images qui sont tellement marquantes.